Non, nous sommes fermés, jeune homme. Bonne soirée. Et nous récusons les pratiques commerciales américaines. Sur ce. Ah, il faut jeter un sort. Il va jeter un sort, la caméra va falloir. Ils insistent en plus, ils veulent jeter leur sort et tout. Ils sont gonflés. Donc, la répression d'Halloween. On commence. Bien, donc là c'est présentation express, puisque maintenant c'est Oliver qui s'en charge, outre le fait que de toute manière on ne présente plus Jean-Numa Ducange, en tout cas dans cet établissement dont il est coutumier. Tout à fait. À vous, messieurs. Allons-y. Ouais, bonsoir, merci d'être venus. Malgré Halloween, comme on vient de le constater. Je m'excuse d'avance pour la voix un peu fatiguée, on va essayer de faire ça correctement. J'ai appris que Jean-Numa était malade aussi. Ça va mieux, ça y est, je suis venu. On est tous malades, donc on va faire ce qu'on peut. Comme le disait Dominique, on ne présente plus Jean-Numa, qui est donc prof à Rouen, spécialiste de l'histoire du socialisme, qui a écrit donc ce petit livre sur Rosa Luxembourg, radicale et libre, aux éditions Calip, qui fait suite à un livre précédent qui était chez Armand Collin, c'est ça ? Tout à fait. Sur la République ensanglantée, qui parlait également... Oui, génial. Merci. De l'histoire allemande, un excellent livre. Et donc, ce soir, on va donc parler de Rosa la Rouge, qu'on ne présente plus non plus. Militante d'origine polonaise, qui a été impliquée dans le mouvement ouvrier allemand, qui a également été théoricienne, qui a fait railler dur contre à la fois les révisionnistes et plus tard avec les bolcheviks, peut-être pas fait railler, mais en tout cas il y a eu des désaccords théoriques avec eux. Je vais pas m'apesantir, donc je vais laisser Jean-Numa commencer. Comme c'est le format du livre, disons, qui est une courte biographie qui parle aussi bien des aspects théoriques qu'historiques, mais qui suit d'une certaine manière excusez-moi, le déroulé de la vie de Rosa. Est-ce qu'on pourrait commencer par le contexte polonais dans lequel elle est née ? Oui, tout à fait. Pour replacer les choses dans le cadre global du livre, donc c'est un livre de taille modeste. Non, mais il faut le dire, c'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Mais l'objectif était de proposer, ce qui n'existe pas en français, une introduction simple, accessible à la vie de Rosa Luxembourg, qui, comme on va le voir, est une vie compliquée en termes d'espace géographique, religieux, idéologique, donc ça. Alors que Rosa Luxembourg, on l'aime bien, on la cite éventuellement, mais on ne sait pas trop finalement le contexte qui l'a forgé. Et puis, à la fois, donc, donner ces éléments biographiques, pour comprendre ce qui s'est passé à un moment donné, puis essayer de faire des petits résumés à chaque fois de ces grands combats au niveau politico-théorique. C'est peut-être ça que j'essaie de faire un peu plus original par rapport à des biographies courtes où, d'une certaine manière, on restitue les faits, ce qui est une excellente chose. Et là, la différence avec d'autres figures politiques de cette époque-là, y compris de la social-démocratie allemande, russe, etc., c'est que elle a beaucoup écrit, et en plus je dis elle, il n'y a pas énormément de femmes théoriciennes dans le marxisme à ce moment-là, donc elle a une particularité qui mérite d'être restituée sous cette forme-là. Ça c'est la première chose. Alors oui, effectivement, pour repartir du contexte, donc Rosa Luxembourg est née en 1871 et est morte en 1919, et en 1871, donc elle est née entre guillemets à Zamość, donc en Pologne, et je mets des guillemets puisque la Pologne de l'époque n'existe pas à proprement parler au niveau territorial, puisqu'elle a été partagée entre trois puissances, alors plusieurs fois, mais elle a commencé au XVIIIe siècle, entre la Russie, l'Allemagne, le Reich allemand et l'Empire austro-hongrois, et donc Rosa Luxembourg, elle est née dans un environnement juif, polonais, mais en fait donc dans l'Empire russe. Donc elle est sujet de l'Empire russe quand elle naît. Donc ça a une importance puisque si vous me demandez de quelle nationalité est-elle, formellement au départ c'est entre guillemets une russe. Bien. Sauf qu'effectivement elle va évoluer dans un milieu donc relativement aisé où elle va tout de suite être confrontée au plurilinguisme, le russe évidemment, le polonais dans une certaine mesure et aussi le yiddish, la langue des juifs d'Europe de l'Est, et la langue prestigieuse dans un certain nombre de milieux. Alors, il y a le français à la cour des tsars depuis un certain temps, et il y a aussi l'allemand.
qui joue un rôle. Donc, pas trop détaillé, mais pour dire que tout cela joue un rôle parce que un des grands combats de sa vie, ça va être l'internationalisme, on en reparlera. Elle est née à la charnière de différents territoires, enfin, pour le dire un peu brutalement, elle va avoir par exemple toute une série de débats politiques et idéologiques avec Jean Jaurès, qu'on connaît mieux ici. Alors, je ne vais pas, surdéterminer tous les débats qu'ils ont par leurs origines, mais évidemment, Jaurès qui vient du Tarn, qui parle occitan, non mais c'est vrai, qui connaît la langue locale aussi, bien l'occitan, qui est dans une France en voie de républicanisation, où il y a un parlementarisme, etc. Bon, le contexte de Rosa Luxembourg, alors Jaurès c'est en 1859, c'est pas tout à fait la même génération, mais le contexte de tout cela, évidemment, joue quand même un rôle. Sinon, on ne comprend pas ce qui s'est passé après. Donc voilà pour la première étape. Alors, il faut savoir que elle a commencé à militer jeune, adolescente, au lycée de Varsovie. Elle a vu les contradictions de classe, les contradictions ethniques, tout ça, elle le voit, elle le perçoit. Elle va se rapprocher assez vite d'un certain nombre de groupes. Elle va être persécutée pour cela. Elle va voir les oppositions ethniques, religieuses d'assez près. Et pour aller relativement vite sur cette période-là, ce qu'il faut dire, c'est que ça va être assez rapidement quelqu'un confronté donc, aux persécutions et qui va devenir ensuite une révolutionnaire professionnelle qui va traverser un certain nombre de pays. Et pour prendre quelques éléments importants, il faut se souvenir qu'à l'époque, extrêmement peu de femmes entrent à l'université, extrêmement peu de femmes écrivent des thèses, et qu'elle va écrire une thèse en Suisse, donc en exil, sur le développement de l'industrie en Pologne. C'est assez intéressant pour et j'en ai un certain nombre parmi vous qui s'intéressent à Lénine. Lénine fera ce grand texte sur le développement du capitalisme en Russie, alors plus tard, mais la matrice commune, c'est de comprendre le basculement qui est en train de s'opérer dans l'Empire russe, y compris dans ces territoires de la périphérie occidentale, où le capitalisme se développe, l'industrialisation se développe, et tous autant qu'ils sont, toutes ces personnalités qui vont être rapidement influencées par le marxisme, ils observent de près l'industrialisation, la croissance du prolétariat. Donc ça, c'est quelque chose qui la marque beaucoup, donc qui est important à rappeler. Alors, elle a participé à la construction, on a plutôt tendance à retenir le mouvement ouvrier allemand, mais elle a joué un rôle en Pologne au départ, quand même assez important. Elle a été dans la construction d'un mouvement socialiste polonais, dont l'acronyme est le SDKIPL, donc en fait une branche de la social-démocratie polonaise et lituanienne. Alors qu'est-ce que ça voulait dire, cette branche de la social-démocratie, qui va avoir des débats compliqués ensuite avec les bolcheviks, les sociodémocrates russes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est de dire que une des grandes questions, et qui va être une des questions de toute son existence, et qui pose des questions à tout le mouvement ouvrier international, d'ailleurs, au-delà du cas particulier, Pologne, Russe, Juifs, pas Juifs, etc., qui est que faut-il l'indépendance de la Pologne ? Alors à ce niveau de généralité, tout le monde a tendance à répondre oui, à part les Russes oppresseurs. Je vois qu'il y a des hésitants, mais bon, voilà. Mais elle... On va y revenir. Non, mais c'est une question importante, parce que ça pose des questions, entre guillemets, d'actualité sur qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que sont les territoires qui étaient intégrés à l'Empire russe, etc., etc. Et Rosa Luxembourg va avoir un débat en Pologne, puis ensuite dans les congrès de l'Internationale socialiste, parce qu'elle va être déléguée tantôt de la Pologne, puis plus tard de l'Allemagne. Je reviendrai sur la partie allemande, qui est entre guillemets la plus importante après, mais je reste sur les questions polonaises. Et le débat dans le mouvement socialiste, mouvement ouvrier polonais, c'est est-ce que la constitution de la nation polonaise, qui est donc qui a existé avant, ça on ne peut pas nier, qui a été notamment parmi les grands modèles de l'époque, il y a le Grand-Duché de Varsovie, que Napoléon avait restitué, etc. Donc, faut-il constituer une nation libre pour permettre au prolétariat de s'émanciper ? Pour résumer la question un peu brutalement. Et Rosa Luxembourg, là-dessus, ne déviera pas de sa position, plutôt sa position initiale, qui est de dire droit culturel, droit linguistique, voire reconnaissance d'identité religieuse, même si l'identité religieuse, c'est pas son truc. Bien, tout ça se discute, mais constitution d'une nation polonaise, comme le réclament certains socialistes, comme vont le réclamer, et ça sera des débats sur la question nationale avec Lénine et d'ailleurs bien d'autres, sur est-ce que le droit des nations à disposer d'elles-mêmes s'impose partout tout le temps ? Elle pense plutôt que non, et que d'une certaine manière, le capitalisme détruit les frontières, il existe déjà des grands empires, et que si forme républicaine il doit y avoir plus tard, eh bien, on discutera entre guillemets des droits nationaux qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais elle trouve en gros que constituer une Pologne indépendante, ce serait s'allier avec la bourgeoisie polonaise, avec un appareil étatique, et tout cela, elle
Elle est très loin de tout ça. Donc, ça marque, si vous voulez, politique idéologique qui se forge pendant ces années et sur lesquelles elle va être très insistante, quasiment jusqu'à la fin, pourrait-on dire, c'est cette question nationale des nationalités, où elle a des débats ensuite, pour peut-être y revenir, avec toute une série de dirigeants. Donc voilà pour le côté polonais, etc. Alors, sur la question juive, elle fait partie de ces personnalités qui ont un attachement à une forme d'identité juive, mais qui globalement, il faut le dire entre guillemets sans tabou, parce que ces gens n'imaginaient pas ce qui allait se passer ensuite au XXe siècle. Elle pense que tout ce qui est religion, identité spécifique, etc., doit passer largement après l'engagement pour le mouvement ouvrier, que des identités, des langues, tout ça se discute, mais globalement, elle pense que tout ça doit être totalement subordonné au combat politico-idéologique. Et là, le mouvement général, pas qu'elle d'ailleurs, de beaucoup de juifs qui sont investis dans les organisations social-démocrates, est plutôt un mouvement de forte assimilation revendiquée. C'est un peu paradoxal, parce que une des raisons pour lesquelles il y a autant de juifs dans le mouvement ouvrier, c'est parce que les juifs sont persécutés en tant que juifs dans les endroits concernés, mais en même temps, eux, Rosa Luxembourg, il y a un moment, je le cite, je crois, où on demande en fait... quelqu'un veut rentrer du coup, il va falloir ouvrir les clés. Bon, ça c'est pas mon rôle. Non, mais il y a une question d'être rejeté par une société, en même temps de vouloir s'assimiler, mais en mode organisation de classe, organisation politique. Donc c'est ça qui traverse là, jeune et moins jeune entre guillemets, Rosa Luxembourg. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est quand même pas forcément évident à comprendre de prime abord, c'est qu'elle aurait pu rester une dirigeante du mouvement ouvrier polonais. Il y avait suffisamment de choses à y faire. Être en exil en Suisse, en France, hein, vous savez, il y a un square Rosa Luxembourg dans le 18e arrondissement. J'avais demandé d'ailleurs aux gens qui avaient voté ça. Heureusement, ils ne savaient pas trop ce qu'avait fait Rosa Luxembourg, les élus de gauche qui avaient voté. Comme c'était une femme, c'était bien, donc ils ont appelé ça Square Rosa Luxembourg. Oui, non, mais je fais une anecdote parce que j'ai présenté ce livre au Festival de Blois, où j'ai parlé de ça. Il y a Monsieur Ducange, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de dommages à Rosa Luxembourg, parce qu'il y a une plaque, il y a un square, il y a là où elle a été. Et donc je dis, alors j'étais très prudent, au Festival de Blois, c'est un peu chic et tout, je dis, vous savez, c'est très bien d'abord qu'il y ait un exemple. Je dis, bon, on peut peut-être supposer qu'il connaissait pas forcément très bien, et comme ça. Je dis très poliment. Et à la fin, donc il y avait pas mal de monde, et il y a un type qui est venu me voir, un ancien élu 18e, et il me dit, vous avez tout à fait raison, personne ne savait qui c'était. Donc il y a 2-3 cocos qui l'ont proposé, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est une femme, ouais, donc c'est bon, donc voilà. Donc voilà, mais bon, du coup, au moins le nom de Rosa Luxembourg est connu dans les rues de Paris, contrairement à d'autres, puisqu'il y avait, par exemple, pas très loin d'ici, d'ailleurs, rue Marie-Rose, il y avait avant une plaque à Lénine, vous savez, il n'y a pas le nom de Lénine, hein, je sais bien, mais il y avait une plaque là où il habitait. Tout ça pour dire que ce sont des gens qui sont en exil à l'étranger, et Rosa Luxembourg, faisons de la what if history, puisque c'est Halloween, faisons notre mode américaine, que serait-il passé si... Eh bien, c'est vrai qu'on peut légitimement se dire, alors elle peut être militante polonaise en exil, retourner dans la partie russe de la Pologne, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 1905 pour la révolution russe, mais globalement, finalement, elle a fait un autre choix, qui a été très importante pour l'histoire ensuite du mouvement ouvrier international, puisqu'elle a été une de ses grandes figures, c'est qu'elle a décidé d'aller en Allemagne, par un mariage blanc. Je raconte un peu l'histoire anecdotique. Fait, ouais. Enfin bon, voilà, elle trouve un camarade allemand, un faux mariage, ils ne s'aiment pas du tout. Enfin voilà, ouais. C'est pour avoir la nationalité, c'est pour devenir entre guillemets allemande. Mais c'est important parce que quand je disais volonté d'assimiler en tant que juif, etc., c'est vraiment, on veut être là où, voilà, en termes hegéliens, où il y a l'esprit du monde, quoi. Ouais. Et l'esprit du monde, quand on est investi dans le mouvement ouvrier, c'est l'Allemagne industrialisée qui a fait un bond spectaculaire depuis la constitution du Reich en 1871. Et donc, voilà, elle veut être là-dedans. Donc, mariage blanc, elle arrive en 1898 en Allemagne, et elle va globalement y rester, même si, et je dois vous avouer qu'en préparant un petit livre, alors même quand il est petit, il faut en lire des gros pour justement synthétiser, ce qui est parfois, on ne se rend pas compte, mais quand on écrit, s'étaler est plus facile que de résumer, je vous assure, même si c'est moins long formellement. Et c'est vrai que Rosa Luxembourg va conserver quand même toute une série de liens avec la Pologne. Son compagnon le plus célèbre, c'est Léo Jogiches, avec qui elle est dans toutes ces interactions. Donc elle va aussi avoir une importance dans le mouvement ouvrier allemand, dans la social-démocratie allemande de l'SPD, mais aussi parce que, encore une fois, alors il faut rappeler à chaque fois les trucs géographiques, sinon on ne comprend rien, une partie de la Pologne est en Allemagne à l'époque.
partie de ce qu'on appelle la Silésie, etc., celle que Helmut Kohl revendiquera en 1990 lors de la réunification allemande. Non mais c'est vrai, il revendiquait, mais attendez, mais ça c'est allemand, et ça avait été largement, entre guillemets, colonisé par les Allemands. Donc, elle est à la charnière de tout cela, et la direction du SPD qui se méfie un peu d'elle, une juive polonaise qui en est naturalisée, mais qui est brillante, bonne oratrice, déjà militante, une thèse, ce qui à l'époque est complètement exceptionnel, etc. Donc il la valorise. Et en fait, il la valorise aussi parce que déjà elle parle beaucoup de langues, c'est pas le cas dans tous les dirigeants du SPD, elle parle polonais. Et puis il y a des ouvriers polonais en Allemagne en fait. Enfin, et une partie des tracts, pour d'autres livres j'avais bossé là-dessus, en fait parfois les tracts sont en bilingue dans une partie de l'Allemagne pour que les prolétaires de l'Allemagne de l'Est, donc de l'Est très à l'Est pour nous, qui est en fait une partie de la Pologne actuelle. Voilà. Et Rosa Luxembourg, en fait, une des raisons de sa capacité à se positionner, c'est qu'elle connaît très très bien tous ces espaces-là, et que même la direction avec laquelle elle a des démêlés assez vite, se méfie un peu de trop la marginaliser, parce qu'elle a cette position-là un peu particulière. Donc ça, c'est voilà, un élément important. Après, bon, je vais pas en dire trop, mais ce qui marque peut-être une rupture, puis on peut reprendre la question après. Arrivée en 1898, elle se fait remarquer très vite parce qu'elle va justement, tu l'as rappelé en introduction, être une des protagonistes principales, inattendues, bien sûr, puisqu'elle n'était pas là avant, tout simplement, elle n'était pas connue, du débat sur, en gros, réforme-révolution, le révisionnisme, la révision du marxisme, etc. Voilà, en gros, pour la première partie. Et bon, et s'imaginer qu'effectivement, je me le suis dit en disant, elle aurait pu, il y en a d'autres qui l'ont fait, davantage. Tout le monde n'a pas demandé la nationalité allemande, je veux dire, dans ces militants, mais c'est pas tant que ça. C'était très osé, et ça l'a mis au cœur d'un dispositif, voilà, parce qu'elle pensait que c'était là qu'il fallait être. Non, tu fais bien de rappeler l'importance Marx lui-même pensait que la révolution, il n'imaginait pas ailleurs qu'en Allemagne, tout à fait. Qu'elle aurait lieu en tout cas en Russie. Non, pendant très longtemps, non, bien ça, sûr. C'était certain. Mais non, le rayonnement culturel de l'Allemagne est tel qu'à titre anecdotique, lorsque le philosophe britannique Russell rencontre Lénine, il parle en allemand, ce qu'il n'avait pas soupçonné. C'est la langue internationale. Ouais. Et par rapport à la Pologne, oui, ma remarque de tout à l'heure, c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que la question polonaise, pour ainsi dire, apparaît comme source de débat au sein du mouvement ouvrier, puisque déjà en 1848, tout à fait, il y a des conflits internes, disons, au sein des républicains, socialistes, communistes. Faut dire que le terme à l'époque, dans la presse réactionnaire, a tendance à être utilisé de manière un peu flottante, entre ceux qui se sentent solidaires dans un contexte tout à fait différent du peuple polonais par rapport à ceux, et notamment Proudhon d'ailleurs, qui s'en moquent plus ou moins. Et on trouve donc énormément de brochures contre Proudhon, notamment sur la question polonaise. Donc c'est intéressant de voir que c'est un chapitre récurrent, pour ainsi dire. Et donc en Pologne, elle a eu l'occasion de fréquenter quelqu'un tristement célèbre par la suite, Piłsudski. Oui, alors j'ai pas cité, pardon, j'aurais dû le prononcer, le camarade, ce qu'il faut bien l'appeler comme ça à l'époque, Piłsudski, évidemment, parce que tout le monde sait comment Piłsudski, je rappelle, c'est celui qui va diriger la Pologne indépendante en 1918, et qui va être un nationaliste forcené, antisémite, tout ce que vous voulez. Et pourquoi il était socialiste, il était dans la branche socialiste, il était délégué, quand je dis camarade, je dis ça en rigolant, mais sauf que d'un point de vue formel, il était délégué du PPS, donc c'est l'acronyme, je ne parle pas polonais, donc du Parti Socialiste Polonais, qui est l'autre parti, parce que si vous voulez, dans la deuxième internationale, notamment dans les pays entre guillemets de l'Est, vous avez des franges, les plus connues, pour les Russies, ce sera les bolcheviks et les mencheviks, vous avez des franges qui se réclament toutes de la social-démocratie. Alors ça fait bizarre de dire ça, il faut que je rappelle. Social-démocratie aujourd'hui, ça n'a pas le même sens, je sais bien, mais c'est issu de 1848, c'est l'alliance de la démocratie politique avec la question sociale. Donc social-démocratie, Lénine se dit social-démocrate jusqu'à lui-même, à un moment donné. Tout à fait, ou les démocrates socialistes en langage français, bref, qu'importe, en langue française, pardon. Donc tout ça est très, très présent. Et donc, Piłsudski incarne la partie majoritaire du mouvement ouvrier polonais qui est favorable à l'indépendance de la Pologne. Et après, Piłsudski va changer au niveau politique et devenir un leader nationaliste et même le chef du pays en 1918. Et je ne sais plus quand est-ce qu'il meurt, mais il reste une grande partie de l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, toute une série d'historiens polonais à des niveaux de réactions différents réhabilitent. À qui
de sa mort, Hitler rend un hommage vibrant. C'est tout à fait possible, je sais pas. Ça serait pas étonnant. Pas étonnant. Mais il me semble avoir vu toutes sortes de documents d'archives là-dessus. Parce qu'après, il y a la question pour des nationalistes polonais, et comme la question, c'est le rapport avec l'Allemagne et avec la Russie, pour des raisons géographiques évidentes. Et puis, comme ils ont été quand même occupés pendant un certain temps, et donc, la question que se sont posées beaucoup d'élites allemandes à partir de là, c'est non pas forcément de redépecer la Pologne, mais de faire de la Pologne un protectorat. Et donc, il faut avoir à sa botte des locaux. Enfin, c'est un peu comme des logiques coloniales, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste avoir un Allemand, vous mettez un mec des Hohenzollern à la tête de la Pologne, bon, ça passe mal quand même dans l'ensemble. Mais là, d'avoir justement des Polonais... voilà. Même chose avec l'Ukraine d'ailleurs. Oui, bah évidemment, c'est d'avoir des gens qui sont vos relais locaux, plus ou moins vos satrapes, même si c'est plus d'autres espaces. Bon, bref. Des proxys, on dit en anglais. Alors, voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que Rosa Luxembourg connaissait bien tout ça, et elle est, à partir de 1898-1899, celle qui va être... alors, il y en a bien d'autres qui contredisent Bernstein, donc celui qui va réviser pour la première fois le marxisme, disant que la révolution s'est terminée, qu'il faut y aller graduellement. Et Rosa Luxembourg, elle apparaît très vite comme quelqu'un de central, parce que déjà personne ne s'attendait à ce qu'une femme intervienne aussi incroyablement à la tribune. Il y en a très peu, encore une fois, il y a des gens comme Clara Zetkin, il y en a d'autres, mais tout de même. Et elle sort aussi, c'est ça, c'est ce sur quoi j'insiste. Alors ici, je parle plutôt à des gens qui savent et qui sont convaincus, mais j'ai fait ça à une librairie, je ne sais pas s'il faut citer les concurrents, mais bref, pas très loin d'ici, où les gens étaient beaucoup moins en phase avec le marxisme. Alors, donc évidemment, ils ont une image un peu romantique, Rosa Luxembourg, et puis elle meurt tragiquement, etc. Et souvent, les gens ne savent pas qu'elle a une production politico-théorique assez importante, qu'on peut critiquer d'ailleurs, mais le propre de pouvoir critiquer, c'est que vous avez déjà quelque chose à vous mettre sous la dent. Et effectivement, elle écrit Réforme sociale ou révolution, qui est un texte d'intervention, pour être en air politique, mais qui est finalement... le texte qui va fédérer beaucoup de gens dans les congrès, même de l'international, ils vont se dire, qui en Allemagne incarne l'aile gauche révolutionnaire maintenue, entre guillemets, c'est elle, si vous voulez, c'est Rosa Luxembourg. Vous avez Karl Kautsky, qui est surnommé le pape du marxisme, souvent celui que Lénine considérera comme son maître pendant longtemps. Et par la suite le renégat, mais à l'époque c'est pareil, c'est comme Pilsudski, il ne savait pas qu'il y aura la guerre mondiale. Le premier révisionniste, c'est le premier qualifié de révisionniste. Et voilà, donc l'éducation populaire, faut expliquer d'où viennent les termes. Alors le mot révisionnisme même, qui a été largement employé depuis dans l'historiographie, puis évidemment pour le révisionnisme même sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Le mot révisionnisme vient de ce débat-là. Vient d'un débat interne au marxisme sur la révision du marxisme, où parmi les protagonistes, il y avait Bernstein qui est le révisionniste en chef, Kautsky qui contredit la révision mais qui est assez prudent pour maintenir l'unité du parti, et Rosa Luxembourg qui apparaît comme celle qui défend la ligne révolutionnaire. Et une des raisons pour lesquelles Lénine et toute la fraction bolchevique restera toujours respectueux de Rosa Luxembourg, avec d'ailleurs un respect réciproque malgré les divergences. En dépit de leurs controverses. En dépit de leurs controverses, ils se souviendront toujours que, au moment de la controverse, dans le SPD, parmi ceux, il y en avait plusieurs qui étaient contre, mais c'est un peu, on dirait, en vocabulaire politique contemporain, l'incarnation, vous savez, c'est ce que cherchent les hommes politiques. Donc, mais c'est un peu l'incarnation de l'opposition à Bernstein, c'est elle, si vous voulez. Ce n'est pas que elle, mais c'est plutôt elle. Et d'ailleurs, dans le noyau ensuite, qui constituera toute l'opposition dans le SPD, elle reste celle qui, par ailleurs, a une production théorique assez importante. Donc il y a ce petit texte que j'ai cité, mais après c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur les contradictions économiques du capitalisme. Alors on peut discuter ces thèses, mais... qui enseigne beaucoup aussi. Qui enseigne, alors bon, puisque oui, alors parlons de ça. Alors, donc il y a tout un côté un peu plus littéraire, charmant chez Rosa Luxembourg. Elle aime beaucoup la botanique, oui. Donc il y a plein de correspondances très fleuries. Non, mais épistolaire, oui. C'est d'un point de vue historique, c'est tout à fait juste. Elle est très. C'est l'époque. Hein. C'est l'époque aussi. Oui, enfin, Lénine s'intéresse moins aux fleurs que Rosa Luxembourg dans ses correspondances. Non, mais parce que pour pas faire de commentaires parce que non, mais je veux dire, voilà. Mais elle est, il y a cet aspect-là, il y a les histoires amoureuses qui sont un peu compliquées, etc. Bon, vous avez tout un arrière-plan, mais elle dit dans ses lettres, à plusieurs reprises, que quand même, la chose qu'elle a le plus aimée dans sa vie, et ça dépasse la figure de Rosa Luxembourg, c'est d'être enseignante.
Mais alors, elle n'a pas été enseignante tranquillement, enfin, si tant est qu'on puisse être tranquille avec ses opinions à l'époque en Allemagne, mais dans un lycée ou je ne sais où, elle a été enseignante à l'école du parti. Alors c'est une histoire intéressante parce que l'école du parti, alors maintenant il faut expliquer à chaque fois parce que ça n'existe plus nulle part quasiment, mais pendant des décennies les gens voyaient tout de suite de quoi on parlait, non mais c'est vrai. Donc l'idée que au sein d'un parti politique, vous avez une école de formation avec des profs, des enseignants, oulala, hiérarchie, c'est horrible, non je rigole, mais non mais c'est vrai, avec un côté très... Voilà, les sachants, voilà, pour prendre... Voilà, oui c'est tout à fait ça l'esprit maintenant. Donc avec un côté très... reproduction du schéma scolaire, mais à des fins d'émancipation, avec tout un truc, c'est la Aufklärung allemande, et l'idée surtout, voilà, plus que la Aufklärung, c'est la Bildung. Alors la Bildung, ça veut dire formation, éducation, culture au sens large en Allemagne, mais je dis pas ça par snobisme, mais parce que, à quoi ça rend la Bildung? C'est Humboldt, c'est les élites allemandes au début du 19e siècle, c'est chic, c'est la distinction en termes bourdieusiens, même s'il ne faut pas employer les termes bourdieusiens ici. J'allais te reprendre, mais tu as bien corrigé. Oui, c'est pas du tout l'Aufklärung, c'est pas du tout kantien. Non, c'est pas du tout kantien, non mais... C'est la Bildung, c'est la Bildung, tout à fait autre chose. C'est la formation intellectuelle, et donc il y a cette Arbeiterbildung, donc la formation ouvrière de travailleurs. Ça consiste à dire, nous allons, le savoir c'est le pouvoir c'est le savoir, ils adorent dire ça dans leur tract, un Wissen ist Macht, Macht ist Wissen. Donc elle est totalement là-dedans, elle est totalement exaltée par sa Rosa de Luxembourg, et donc le parti, le SPD, a beaucoup de controverses, tout ce que l'est, mais il est de plus en plus implanté. Il devient un parti très puissant au début du XXe siècle, et en 1906, ils ont une école de formation interne pour former les cadres. Alors il y a des écoles locales aussi, c'est un dispositif très impressionnant même. Il y a des lectures obligatoires, il faut lire avant de venir, il faut travailler. Il y a des cursus, il y a des horaires. Moi, pour la thèse, il y a bien longtemps, j'avais travaillé sur les tableaux horaires, l'âge des gens. Alors il dit, t'as quel âge, t'as fait quoi, tu sais quoi. Vraiment un environnement, mais culturel, hein, pas au sens bobo sympathique, mais au sens vraiment de la formation, de l'encadrement. Et c'est très important. Et alors ça, elle adore ça. Alors, ça fait toujours rire quand les gens disent, oui, c'est une anarchiste, une libertaire. Elle adore cet environnement-là. Et elle devient enseignante à l'école du parti. C'est d'ailleurs intéressant, c'est un des moyens. C'est la direction du SPD, qui l'aime pas beaucoup parce qu'elle est contestataire, est toujours un peu gênée parce qu'ils s'en sont servis, ils l'ont un peu envoyé en Pologne en disant voilà, elle parle bien polonais, elle va nous... puis après il dit ouais, le problème c'est que ça lui fait gagner de l'influence. Et donc se pose la question de savoir si elle a sa place dans l'école de formation. Et on a des témoignages, je crois que j'en cite un, mais il y en a plusieurs, de même les gens les plus à droite du Parti social-démocrate, dont une partie d'entre eux d'ailleurs l'assassineront gaiement, si j'ose dire, un peu plus de 10 ans plus tard. Mais même eux, ils auront un respect en disant c'était une enseignante absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle faisait des cours d'économie politique, des cours sur l'histoire du socialisme, des cours sur l'histoire de l'Allemagne d'un point de vue de classe, sur 1848, qui était vraiment incroyable. Alors on n'a évidemment malheureusement pas d'enregistrement de tout cela, on a des traces, on a retrouvé des sources, d'ailleurs les collègues les camarades du collectif Smolny publient les œuvres complètes de Rosa Luxembourg, reprenant modèle sur donc une édition en allemand et aussi une édition en anglais qui est assez avancée, et ils reconstituent en fait une partie des cours qu'elle a donnés, parmi d'autres choses, d'économie politique notamment, et c'est vrai que bon, on a tellement fait de choses depuis que ça ne peut pas paraître forcément si exceptionnel, mais quand vous remettez dans le contexte, quand vous voyez qu'elle s'adressait à des gens, donc c'est pas pour les militants de base, hein, c'est pour les cadres du parti, mais c'est des cours d'un certain haut niveau, et puis il faut dire que de 1906 à 1913, ça lui a, puisqu'on est quand même dans une biographie, ça lui prend beaucoup d'énergie, et quand elle est un peu déprimée par les débats, bon c'est une personnalité un peu instable, enfin je dis pas ça, je veux pas être, parce qu'après on va dire, je suis Dominique, je fais attention aussi, non mais objectivement, enfin je veux dire... C'était une femme qui s'assumait, elle se vivait très bien comme femme, et non mais il y a des personnalités, et respect, il y a des personnalités qui ont des problèmes psychologiques de tout genre, voilà. Au sens, ça n'a pas du tout un jugement de valeur. Il y a des hommes Karl Liebknecht, il était tapé un peu aussi. Donc, t'es pas mal dans le genre aussi, me semble-t-il. Les hommes n'ont pas le même type de névrose que les dames. On va laisser Dominique organiser une soirée sur la psychanalyse. Non mais ça a une importance. Oui, ça a une importance. Juste une incise. Non mais le comportement... C'est que c'est important parce que
c'est dans le titre du livre de la rencontre au jugement de l'histoire, et c'est destiné à tous les neuneux trotskistes qui se sont fabriqués une espèce d'image de Rosa Luxembourg qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle était réellement, ce que tu rappelles à juste titre. Quand on dit qu'elle va avoir des controverses avec Lénine, c'est pas du tout pour dire qu'elle va être anti-stalinienne, ce serait un anachronisme évidemment de toute façon, mais si elle avait été à classer, elle aurait été plutôt du côté des staliniens. Ça se discute. Que des anti-staliniens. Mais tout ce que tu viens d'expliquer le montre. Démontre. Le développement des forces productives, chez Marx, ça commence par la première des forces productives, c'est-à-dire l'individu. Oui. Et c'est son développement social, il passe par l'éducation. Il passe pas par les maîtres ignorants à la con qu'on nous inflige depuis 60 ans. On parlera peut-être d'historiographie à la fin. Tout à fait, oui, je réserve pour la fin sur la question du stalinisme. Mais ce qui est sûr, c'est que elle... je sais plus si je l'emploie là, mais c'est de bout en bout une femme de parti. C'est-à-dire que le débat qu'elle a avec les bolcheviks et sur Lénine, c'est sur la façon dont on doit faire fonctionner le parti. Le débat qu'elle a à la toute fin avec la révolution russe, etc., c'est un débat sur les libertés démocratiques, sur la question de nationalité, sur le Parlement. La main verte de la faction stalinienne a frappé. Alors il va falloir que tu reprennes. Voilà, je ne sais plus où tu en as. Non, mais je parlais donc de la question. Donc, elle est en débat avec les bolcheviks sur toute une série de sujets, notamment sur les libertés démocratiques, sur le parlementarisme et ses usages, sur éventuellement l'usage des soviets, sur les questions de nationalité, sur la terre aux paysans. Je parle de la dernière période. Mais, par contre, elle a toujours été convaincue qu'il fallait un parti politique et une formation. Et une formation. Parce que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut s'imaginer, parce qu'elle a à la fois un côté entre guillemets activiste, la spontanéité des masses doit régénérer le parti. C'est spontanéiste aussi. Ouais. Spontanéiste, ce qui n'est pas faux, mais le problème c'est que vous dites spontanéiste aujourd'hui, les gens vont vous dire à mort les partis, à mort toute organisation. Au sein du parti. Alors que oui, c'est en quelque sorte pour que le parti ne tombe pas en désuétude aux mains des réformistes mous, il faut que la spontanéité ouvrière s'exprime au sein des organisations en fait. C'est ça son truc. Elle a des divergences avec d'autres, mais c'est une divergence au sein d'un cadre qui est le parti politique. Alors en plus, elle est très, si vous voulez, j'avais aussi cassé l'ambiance aussi, c'est marrant, à propos de ça, parce que, alors les gens se disent, en gros, donc elle est spontanéiste, mais en même temps organisation, donc elle est plutôt CGT, syndicaliste révolutionnaire, parce que c'est son époque, en plus c'est 1906. Et alors je dis, mais pas du tout, parce qu'elle a des textes, on les avait publiés aux éditions Agogne il y a 10 ans, sur le socialisme en France. En fait, elle renvoie dos à dos les réformistes révisionnistes. Bon là l'attaque est assez facile à comprendre, et elle a plutôt tendance à stigmatiser aussi les syndicalistes révolutionnaires à la française, parce que c'est l'exaltation du syndicalisme comme autonomie ouvrière spécifique indépendamment du parti. Elle a des phrases extrêmement méprisantes sur eux, vous pouvez les retrouver assez facilement. Et alors ça c'est un peu les gens disent mais alors je comprends pas, non je comprends pas, hein, mais le côté et elle a tendance à vraiment, alors évidemment elle peut dire ce sont des camarades vénérables, un ensemble de choses, mais elle polémique aussi avec ça. Donc vraiment, alors on peut dire c'est le cadre allemand parce que les syndicats sont soumis au parti et autres, mais en fait les syndicats qui réclament leur autonomie dans le contexte du SPD, c'est des syndicats beaucoup plus à droite encore que la direction du SPD. Donc pour elle, la revendication d'autonomie du syndicalisme par rapport au parti, pourquoi pas ? Mais par exemple, pour prendre évidemment, ça, les gens, ils parlent toujours de la charte d'Amiens de 1906, c'est formidable, moi-même pourquoi pas, mais en 1906, vous avez un congrès, alors là vous dites Mannheim, alors personne, vous savez, les gens vous regardent, qu'est-ce qui se passe, mais il y a un congrès de la social-démocratie où l'autonomie des syndicats est réclamée, donc parallèlement quasiment au congrès d'Amiens de la CGT, et ceux qui revendiquent l'autonomie ouvrière sont ceux qui veulent se débarrasser de la tutelle du parti, qui trouvent encore trop marxiste, si vous voulez. Et ça, Rosa Luxembourg, là-dessus, elle reste... Oui, tu es bien précisé, ils veulent se débarrasser de la tutelle du parti parce qu'ils le trouvent trop marxiste. Exactement. C'est ça qu'il faut rappeler. Alors qu'effectivement, en France, les coordonnées sont plutôt différentes. C'est révolutionnaire, mais voilà. Sur le mode conseilliste ou Dieu sait quoi. Et donc, voilà. Alors, bon, je voulais vous dire, je continue, puis je m'arrêterai pour prendre l'exemple. Non, sur conseil ouvrier, parce que ça va me permettre d'embrayer avec d'autres débats sur la Conseil ouvrier, ça c'est une des grandes questions
quand même quand on parle de Rosa Luxembourg. Sa postérité, quoi. Voilà, sa postérité, le conseillisme, tout ça, etc. Alors, là, là il faut faire un peu d'histoire. Les conseils ouvriers donc, sont apparus sous leur forme moderne contemporaine. Alors, on peut gloser indéfiniment sur les origines, mais donc lors de la Révolution russe de 1905, donc janvier 1905, et vous avez des conseils ouvriers, les fameux soviets, je veux dire conseils en russe, qui sont apparus notamment à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans quelques grandes villes russes, avec cette idée donc des ouvriers qui administrent eux-mêmes les usines, les producteurs, etc. etc. Bien. Il faut bien voir que Rosa Luxembourg, en 1905, quand il y a la Révolution russe, elle retourne, entre guillemets, chez elle, à Varsovie, qui est une ville russe à l'époque, et enfin sous domination russe, on ne va pas faire chaque fois faire là. Et voilà, attention, non, bien sûr, c'est une ville dans l'Empire russe à l'époque. Et donc elle y retourne, elle milite là-bas, elle participe à la Révolution, elle en tire des textes, notamment Grève de masse, partis et syndicats, c'est une réflexion sur la Révolution russe. Et je me souviens très bien d'avoir discuté de ça avec plusieurs spécialistes internationaux, dont certains, paix à son âme, Félix Tisch, qui était le grand spécialiste en Pologne, il est décédé il y a quelques années, et j'ai vu une fois en Pologne il y a fort longtemps, quand je cherchais les textes en Pologne dont je vous parle il y a plus d'une dizaine d'années, et je disais mais finalement c'est fascinant parce que Rosa Luxembourg ne parle quasiment pas des soviets. Alors qu'elle y a été un peu, parce que vu de loin on peut se dire il n'y a pas eu les bons articles, puis la presse à l'époque, c'est rien. Et la question des soviets n'est pas non plus d'ailleurs une question si importante que ça pour les bolcheviks après entre 1906 et 1914. Donc en fait la question des conseils ouvriers est vraiment une question qui apparaît très tardivement, si vous voulez, dans sa vie. Ça apparaît avec la Révolution russe de 1917, de manière beaucoup plus structurelle, parce qu'il y a des conseils ouvriers en Allemagne, etc., etc. Les conditions des conseils ouvriers, donc en Allemagne, on en avait parlé, effectivement, la République ensanglantée ont des points communs avec la Russie, mais par certains aspects sont très différents. Enfin bref, tout ça, c'est pas... Alors voilà, le conseillisme de Rosa Luxembourg, on peut en parler pour la toute dernière période de sa vie, absolument, il faut en parler, je peux en parler si vous voulez, mais de faire d'elle une espèce d'effectivement de libertaire traversant les appareils avec les conseils, si vous voulez, c'est métaphorique, c'est peut-être comme la lettre sur la botanique, ça peut avoir un certain charme, oui, mais en oubliant qu'elle-même a des remarques sur les anarchistes qui sont pas exactement sympathiques. Ah ben non, c'est comme les anarcho-syndicalistes de la CGT, ils considèrent que tout ça, sont des gens qui se trompent. Mais là, en plus, le paradoxe, c'est que, en fait, il y a tellement peu d'anarchistes et de syndicalistes révolutionnaires dans son environnement en Allemagne à l'époque, que pour elle voit qu'il y a quelques pays latins où il y a des excités qui font des syndicats en dehors des partis, pourquoi warum nicht, quoi, tu vois. Mais on voit bien que, alors je tire un peu le trait dans l'autre sens. C'est ça. Oui, mais on voit bien que, je parlais d'une juive assimilée, si vous voulez, elle est assimilée à la social-démocratie allemande de l'époque, qui pense qu'ils sont quand même le phare du mouvement ouvrier mondial. Et tout ça est quand même un peu... pour être honnête, il faut quand même préciser aussi, mais tu l'as déjà expliqué toi-même, que la question des conseils au sens des soviets devient une vraie question d'abord pour les marxistes à partir du moment où précisément les soviets sont au pouvoir. C'est ça, avant... Les communistes sont au pouvoir, donc il y a effectivement un problème. Le parti au pouvoir, c'est justement celui des soviets, et donc là, la question se pose concrètement. C'est ça. Analyse concrète de situation concrète. Exactement, et en plus il y a un truc sur les soviets quand même. C'est à ce moment-là que ça va se poser. Oui, quand Lénine fait le tournant à l'état de la révolution, tout le pouvoir aux soviets, misant sur cette forme-là pour conquérir le pouvoir. Mais en plus... les soviets en question ne sont pas considérés spécialement comme la panacée de tout le mouvement ouvrier à partir de 1906-1907. La discussion retombe assez vite. D'ailleurs, et c'est pas un reproche que je leur fais, là je travaille dans la ligne, alors pour un beaucoup plus gros livre, puis là j'ai de nouvelles archives, sur Jaurès et le mouvement socialiste français avant 14, mais c'est les dans la presse, et Jaurès parle plusieurs langues, il s'intéresse à la révolution russe réellement, il regarde ce qui se passe, il a des informations, puis il y a la question de l'alliance entre la France et la Russie contre l'Allemagne au niveau diplomatique, mais personne ne vous parle de soviets, enfin je veux dire, c'est une non-question, et dans les congrès de l'Internationale socialiste, Stuttgart en 1907, le grand congrès où il y a l'émotion contre la guerre, l'idée que les gens s'en plafonnent autour des soviets est un fantasme pur. Tout des conseils ouvriers. Voilà, fantasme ouvrier, c'est pas du tout, c'est pas ça. Donc ça c'est important de le rappeler, et si un historien doit servir à quelque chose, c'est aussi pas seulement de restituer les faits dans le contexte, d'accord, ok, une fois qu'on n'a pas dit grand chose, mais de déplacer les débats théoriques, ce qui n'est pas toujours évident,
dans ces paramètres-là, parce que sinon vous comprenez, justement après vous dites après, la spontanéité c'est à balle partie. Non, c'est la spontanéité pour renforcer le parti en fait. Donc c'est le contraire, donc et Rosa Luxembourg est à la fois quelqu'un dont la vie est, entre guillemets, évidemment c'est une vie pétillante, agréable à suivre, qui a des côtés tragiques et ça se finit effectivement très mal, mais en même temps qui est au cœur de tous les grands débats du mouvement ouvrier, qui y participe, et en même temps c'est vraiment facile de faire des contresens un peu élémentaires sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle aurait voulu être. Voilà, mais bon. Elle-même d'ailleurs a varié, elle-même s'est trompée. Bien sûr. Parfois. Oui. Bon, ça c'est compris. Donc on a parlé de controverses avec Lénine, etc. Il reste que il faut lui rendre justice évidemment, et c'était pas le projet de débiner. Je crois qu'il y en avait qui s'imaginaient qu'on allait. Bon, bref, tu vois de qui je veux parler. Non, c'est pas ça, mais de corriger l'image pieuse, espèce d'icône tout à fait, ridicule, qui sert comment dirais-je, non pas d'exutoire, mais de Sainte Vierge à nos anarcho-marxistes de tout poil. Non mais c'est spontanéistes. Ça fait beaucoup de monde. Genre, en gros, anticommunistes et évidemment, bref. Donc ça, c'est de la connerie. C'est ça qu'il faut rappeler. Et c'est pas de la connerie parce qu'on en juge autrement, mais parce que les faits historiques que tu as rappelé, ce qu'elle était, personnage absolument essentiel, éminent, bouleversant, tout ce qu'on voudra, et très important, marxiste, résolument marxiste, complètement. Extrêmement fine et théoricienne, profonde, tout ça c'est vrai, compétente. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a essayé d'en faire par la suite. Non, alors je pense qu'elle a servi de figure de substitution à plusieurs époques. Alors il faut, je le dis pour tout le monde parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait, mais elle est morte en pleine révolution allemande, donc le 15 janvier 1919, donc assassinée par les corps francs, donc les militaires démobilisés, particulièrement revanchards contre tous les révolutionnaires, avec l'approbation de la social-démocratie, qui était entre-temps revenu au pouvoir et qui, entre guillemets, rétablit l'ordre, et qui a fait assassiner, donc, pas que d'ailleurs Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Ce qui est une grande tradition aussi dans l'histoire. Tout à fait, il y a eu d'autres moments où ça s'est passé. Mais ce qu'il faut savoir, parce que là aussi, donc un certain nombre de gens ont pu échapper à ça, c'est ce qui a permis au petit parti communiste allemand qu'ils avaient fondé justement en même temps que la social-démocratie 15 jours plus tôt survivre. Mais c'est qu'en fait, c'est ce qu'on avait aussi vu avec la République ensanglantée, c'est que c'est une guerre civile en fait aussi la révolution allemande. C'est une guerre civile. En mars 1918, 2 mois après son assassinat, vous avez des centaines de morts dans les rues de Berlin, avec des militants armés contre des armées entre guillemets régulières démobilisées. Alors justement, comme il y a une forte démobilisation militaire, qui est légitime, qui n'est pas, c'est extrêmement compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez une bataille. En fait, Rosa Luxembourg est devenue tout de suite un enjeu. D'abord parce qu'elle est morte au combat. Elle aurait pu ne pas mourir, vous allez me dire à ce niveau de généralité. Non, mais elle aurait pu ne pas mourir parce elle pensait que c'était une mauvaise idée, l'insurrection. Sur quoi elle avait raison. Alors ça aussi, c'est intéressant. Je parle de l'insurrection, parce que là, je vais vers la fin, mais... Tu peux peut-être aussi... Pardon, oui, je t'en prie. Il y a eu la révolution de 1905 en Russie, qui a échoué. Tout à fait. Pratiquement, il y a eu la Douma. Moment, il va y avoir des révolutions un peu partout. On ne va pas revenir là-dessus, y compris comme le prévoyait notamment Marx, mais elles ne sont pas passées du tout comme on l'imaginait, pas plus d'ailleurs. Mais ce que tu évoques amène à souligner le fait que, pour autant que je sache, la révolution qui a lieu en Allemagne après les ratés comme celle de 1905 en Russie, ça va être beaucoup plus violent. C'est extrêmement violent. Beaucoup plus violent que la révolution de 1905 en Russie. Sans comparaison, alors on est dans un pays qui a évidemment perdu la guerre, on est dans un pays où le niveau de violence politique a atteint un paroxysme que d'ailleurs la social-démocratie n'avait pas prévu, et on est face à une vague révolutionnaire que les élites défaites du Reich n'acceptent pas, et c'est ça que je voulais dire. Et comment dirais-je,
comme vous savez, il faut toujours des boucs émissaires dans ce genre de situation. Bon, vous connaissez probablement l'histoire du traité de Versailles, etc. Mais avant le traité de Versailles, parce que le traité de Versailles, en fait, ce n'est entre guillemets qu'en juin, donc les mois d'avant sont intéressants, ils sont des mois révolutionnaires. Il faut trouver un bouc émissaire, et Rosa Luxembourg est entre guillemets, de ce point de vue-là, la figure parfaite pour le nationalisme allemand, alors qui, comme le nationalisme allemand et comme le mouvement ouvrier allemand, il est divisé en différentes franges, etc. Enfin, les nazis eux-mêmes se débarrasseront d'une partie de la révolution conservatrice, bien sûr. Mais par contre, fort, beaucoup plus fort très que fort. va être les adversaires des bolcheviks. Tout à fait. 17. Alors en plus, voilà, le rapport de force n'a rien à voir. Qui est terrible pour les révolutionnaires. Voilà, alors, il est terrible. Alors, je dis, pourquoi ça se matérialise autour de Rosa Luxembourg ? Parce que Rosa Luxembourg est femme juive communiste. Il y a une misogynie très très développée dans un contexte de militarisme intense. Il y a un antisémitisme qui s'est développé tout au long du 19e siècle. Il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de juifs dans le mouvement ouvrier, c'est que c'était simplement les seules organisations où l'antisémitisme était à son point le moins élevé, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, pardon, mais tout de même. Non, a existé aussi ce qu'on appelait le socialisme des imbéciles. Et Auguste Bebel a parlé, avec si j'ose dire, cette belle formule du socialisme des imbéciles, contre ceux qui trouvaient qu'il fallait dénoncer les juifs plutôt que les patrons, enfin c'est l'anticapitalisme primaire, si je puis dire. Oui. Voilà. Et donc il y a tout ça, mais si vous voulez, bien sûr, parce qu'on sait, on connaît, si je puis dire, la fin de l'histoire, Hitler, etc., les nazismes, mais l'antisémitisme matiné d'un antislavisme, parce que Rosa Luxembourg, elle a tout pour elle, si j'ose dire. Elle est juive, elle est femme, elle est slave, elle est allemande, mais naturalisée, donc c'est l'ennemi de l'intérieur. Et j'ai lu, alors, parce que vous savez, quand on travaille sur les marxismes et le socialisme depuis longtemps, on a lu beaucoup sur les gens qu'on aime bien, ou même ceux qu'on aime un peu moins, enfin, un débat. Et moi, j'ai pas mal lu, un peu plus d'un an, tous les mémoires, même des généraux nationalistes. Alors, c'est les cogner, hein. J'ai lu le Mein Kampf, qui est d'Hitler, entièrement, avec l'appareil critique. Alors moi je suis très pro réédition de Mein Kampf, hein, contrairement à d'autres. Non pas parce que je trouve que c'est bien sûr, mais faut les rééditer Mein Kampf. Non mais c'est débile, je veux juste lire le texte, tu vois. Stop, merci. Ça s'est finalement très bien vendu, comme tu sais. Oui, c'est très bien vendu. Et alors l'appareil, l'appareil critique est vraiment très bien. Et pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons. Ils expliquent bien que, bien sûr qu'il y a l'antisémitisme chez Hitler, c'est pas une grande découverte, mais il a une obsession quand vous lisez le texte. Les juifs, absolument. Mais ils parlent souvent. Les pays de l'Est, non, c'est pas... Quoi ? Les pays de l'Est. Les pays de l'Est, novembre 1918. Et alors, l'idée que l'Allemagne aurait été évidemment défaite militairement, mais qu'en fait, elle est contaminée par toute une série de gens. Et en fait, Rosa Luxembourg, pour tous ces nationalistes-là, si vous voulez, est la figure de vomitive par excellence, si vous voulez, parce qu'elle incarne ça. Et donc, vous avez des campagnes autour de son nom. Alors, a contrario, bien sûr, il y a les campagnes du Parti communiste d'Allemagne qui va justement en faire une héroïne, quand bien même ils sont en désaccord avec sa façon de raisonner. Mais si vous voulez, elle ne peut pas laisser indifférente. Et ça, c'est pas grâce à elle, de sa faute ou je ne sais quoi, c'est parce qu'elle incarne toute une série de choses que les communistes allemands, même ceux qui auront des divergences avec elle, ne rejetteront jamais, et que pour les nationalistes allemands, au contraire, c'est vraiment la figure par excellence qu'il faut critiquer, détester. Donc ça. Alors je reviens sur ce que tu disais sur le contexte. Oui, évidemment les révolutionnaires allemands avaient affaire à une situation totalement différente. L'exemple que je prends souvent, c'est tout simplement ces fameux soviets. Qu'est-ce qui a permis aux bolcheviks de gagner, entre autres choses ? C'est qu'ils sont devenus majoritaires dans les soviets, au deuxième congrès pan-russe des soviets, à la fin du mois d'octobre, enfin début du mois de novembre, vous savez qu'il y a un grégorien décalé, etc., qui a été recalé après. Donc, quoi qu'on en dise, les bolcheviks ont acquis des positions dans ces organisations nées par en bas à la fin de la guerre, dans les usines, sur le comité d'ouvriers et de soldats, il faut toujours dire d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup de soldats. Bref, ils sont très puissants, les bolcheviks, et une des bases de leur pouvoir, c'est pour ça que Lénine fait le pari de justement s'appuyer là-dessus. Bien. En Allemagne, vous avez un congrès, donc c'est le Rätebewegung en allemand avec un port, on peut dire c'est soviétique allemande si vous voulez. Il y a un processus assez similaire, sauf que comme les sociodémocrates ont encore un gros parti, un gros appareil, et qu'ils sont au pouvoir à la fin de la guerre, qu'ils récupèrent le pouvoir que les élites, entre guillemets, ont perdu, eh bien, ces sociodémocrates, y compris les permanents, les fonctionnaires, comme on dit, les fonctionnaires du parti directement en allemand, eh bien, ils vont se présenter dans les conseils ouvriers et vont être élus dans pas mal de coins. Et à tel point que Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht
lorsqu'ils vont se présenter pour être élus dans des conseils ouvriers à Berlin, ils vont être battus. Et ils vont dire, nous voulons nous inspirer, il y a un côté un peu farsesque, du bolchevique, tout le pouvoir aux soviets, sauf qu'en fait les soviets ne veulent pas d'eux, si vous voulez. Parce que les permanents de la social-démocratie ont réussi à investir les soviets avant eux, parce qu'ils ont des appareils, parce qu'ils ont... Et donc évidemment, ils avaient face à eux un parti social-démocrate amoché par la guerre comme tout le monde, mais quand même très puissant, alors qu'effectivement... les bolcheviks qui avaient bien d'autres problèmes mais n'avaient pas ce problème-là. Juste un mot pour dire que ça c'est l'expression d'une analyse de classe. Il n'y avait pas du tout cette bourgeoisie petite moyenne en Russie qui s'était développée en Séatique et autres un peu partout dans la périphérie de la Germanie bismarckienne. Ça n'existait pas en Russie. En Russie, il y avait les paysans, les boyards, l'aristocratie, et puis un monde ouvrier qui était en train de se développer. Mais il n'y avait pas encore cette bourgeoisie qui s'était prospère, qui s'était largement développée en Allemagne. Donc, en fait, et c'est là où Rosa Luxembourg et ceux qui forment son époque sont intéressants, parce qu'effectivement, c'est la révolution dans un pays capitaliste avancé, la question. Et les bolcheviks, comme vous le savez, au départ, comptaient sur le fait que l'Allemagne bascule du côté de la révolution. Donc ça a été... pareil. Et voilà, donc ça c'est toute une série de questions qu'on pourrait reprendre, mais c'est un élément important. Oui, pardon, ça je voulais dire, parce qu'on a fait des sauts successives. Donc elles fondent le Parti communiste d'Allemagne au jour de l'an, donc au 31 décembre, 1er janvier 1919, avec différents groupes. Alors, je sais plus, c'est ça, je pense pas que j'explique dans le détail, mais rapidement, avec des groupes que l'on qualifierait aujourd'hui de gauchistes, notamment ce qu'on appelle les gauches de Brême. Donc Brême est une ville allemande assez importante en termes de mouvements ouvriers, porteurs, etc. Et vous avez des gens qui sont plutôt d'accord pour faire un parti communiste. Alors vous savez, on ne sait pas exactement ce qu'ont fait les bolcheviks, mais enfin ils s'y rallient quand même, voilà. Et donc en fait, il y a beaucoup de jeunes dans ces gauches de Brême et dans les gauches en général du Parti communiste d'Allemagne. Alors beaucoup de jeunes qui veulent en découdre, mais enfin vouloir en découdre en 1918, il faut comprendre aussi le contexte, la guerre, l'horreur, tout le monde a perdu quelqu'un de sa famille, la guerre est perdue. Et surtout, il y a l'onde de choc. Encore une fois, la Russie n'est pas loin, il ne faut jamais l'oublier géographiquement, donc Berlin tout particulièrement, c'est à l'est. Hein. Et donc, l'idée qu'on va faire comme les bolcheviks, on va continuer la révolution est présente. Et il y a un débat, là que j'avais lu pas mal, alors en plus on a plein de trucs sur ce débat, parce qu'on a le compte-rendu du parti, mais on a aussi toutes les observations de la police, qui vraiment regarde ça de très près, donc on a plein de sources, c'est formidable. Et donc il y a un débat sur l'insurrection. Faut-il passer à l'insurrection ? Et Rosa Luxembourg, et moi j'aime bien dire ça aussi, parce qu'en plus généralement les gens ne connaissent pas, et Rosa Luxembourg est contre, à ce moment-là, les plus gauchistes. Elle est droitière, si vous voulez, au début 19, paradoxalement. Si c'est léniniste, elle voit très bien quel est le rapport de force. Par contre, elle a son côté plus romain au sens antique. Elle va un peu comme les martyrs de Prairière, vous savez, les derniers montagnards qui sont présentés devant les autres et qui sont poignardés, qui tombent. En plus, c'est son côté prof. Il s'appelait, alors on n'a pas parlé, c'est son côté Spartacus, hein, c'est le groupe. Spartacus, ça c'était quand même mal terminé, c'est vrai que prendre un nom comme ça d'emprunt. Martyr exemplaire. Ouais. Non, mais il y a une martyrologie, c'est la révolution ou la mort, mais c'est un slogan de la Révolution française qui à cette époque-là veut encore dire quelque chose, vraiment. Et du coup, elle se dit non, bon, les camarades ont décidé d'aller faire une insurrection absurde, si c'est le cas, eh bien, j'irai. Et donc, le préfet de police de l'époque, trop proche des révolutionnaires, ça n'arrive pas souvent, et à l'époque c'était le cas, c'est un certain Eichhorn, qui était social-démocrate de gauche, donc complaisant si j'ose dire, donc avec plutôt le mouvement révolutionnaire, est destitué par donc la direction social-démocrate, et ça entraîne toute une série de manifestations, enfin d'insurrections même, qui va jusqu'à donc la proclamation de l'insurrection, et Rosa Luxembourg était contre l'idée de cette insurrection, trouvait ça prématuré, etc. Mais elle dit, je vais aller me battre avec eux, etc. C'est pour ça, entre guillemets, qu'elle meurt. D'autres s'en sortiront. Karl Liebknecht, par exemple, qui était son camarade de combat. À ce moment-là, Karl Liebknecht était beaucoup plus exalté, beaucoup moins stratégique. Alors là, justement, on ne pourra pas dire que c'est... On peut pas faire de remarques sexistes en mode ce serait la femme qui partirait au combat. Non, là à la limite, ceux qui est complètement surexcité... Le sentimental, c'est lui. Ah oui, les hystériques, complètement. Oui, voilà. Alors que, voilà, elle fait plutôt figure d'élément modérateur. Alors ça, j'explique pas trop, plus dans la République ensanglantée, mais c'est un moment intéressant parce que
c'est tout à fait lié avec ce que je disais avant, c'est que c'est quelqu'un qui est dans le parti, qui pense que la formation c'est important, d'ailleurs elle le redit. Alors, c'est là où elle parle aussi d'Aufklärung en mode nous sommes dans la continuité des Lumières, nous sommes dans le dépassement de tout ça, mais il faut la formation, etc., il faut continuer. Hein. Donc voilà, le legs de ce qu'on a appelé ensuite luxembourgisme, c'est tout ça à la fois. Et juste vraiment, après je me tais parce qu'on peut prendre des questions, mais quand même, un des grands débats au-delà du parti, des libertés et tout avec les bolcheviks, c'était la question des nations quand même. Hein. Du droit des nations à disposer d'eux-mêmes. Le droit des nations à disposer d'eux-mêmes, chez Lénine et la direction bolchevique, c'est ce qui permet notamment de démanteler l'Empire russe, ce qui permet aux nationalités de s'affirmer, etc. Et c'est ce qui, effectivement, est la tendance générale à la fin de la Première Guerre mondiale à constituer de nouveaux États. Et Rosa Luxembourg, elle garde sa position historique, elle est contre la constitution de la Pologne indépendante en 1918, hein, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais c'est une vieille revendication chez elle. Donc ça, après, bon, je pourrais en parler longuement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, sur nation et internationalisme, mais quoi qu'il en soit, sa contribution à ces questions-là est argumentée, mérite d'être lue. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui, en résumé, donc, a une contribution sur Réforme Révolution, sur la question des nationalités, sur la question du capitalisme, sur la question du parti, des textes sur les syndicats. Non, donc voilà, il y a un riche patrimoine au-delà du... Parce qu'il y en a d'autres des révolutionnaires valeureux contraires à toute cette époque-là, mais sans la même production intellectuelle, quoi. Ça aussi, il faut dire. Sans dire trop de mal. Mais voilà. Je sais préparer des questions. Il y en a juste une que je voudrais te poser. Parce que dans le cadre de mes précédentes remarques, c'est que c'est un peu la madone de tous les gens dont on a parlé. On va dire les gauchistes, comme dit Lénine, maladie infantile du communisme. Donc toute cette gauche, ce gauchisme un peu puéril, en a fait une héroïne et y compris du coup a oublié de lire Lénine et de voir ce que faisait Lénine par rapport à ce qu'ils ont retenu de Rosa Luxembourg. Or, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que tu précises quel était le fond des controverses qu'ils ont eues à une époque. Bien sûr. Alors, bon, pour le dire rapidement, la première grande controverse est sur l'organisation du parti, question de tactique, question de la social-démocratie, en 1904, sur la question de la centralisation. Et ça, c'est une question qui traverse leur divergence, toute leur divergence de 1904 à la Révolution allemande, la révolution c'est la Révolution allemande. Fondamentalement, Rosa Luxembourg est en désaccord avec la structuration du parti centralisé tel que le promeut Lénine. Ça, c'est la chose banale, si je puis dire, qui est quand même importante à rappeler. Bien que, comme tu l'as rappelé, elle était... Mais voilà, mais là, je dis ça maintenant librement parce que j'ai expliqué tout ce que j'ai dit avant. Parce que je dis ça, ils vont dire, ah oui, donc c'est l'anarchiste, voilà. C'est Bakounine et Marx, enfin bon, voilà. Non, pas du tout. C'est une question entre sociodémocrates, là aussi, c'est le terme de l'époque, voilà, sur... Utiliser Lénine. Avec, bien sûr, jusqu'en 1910, voilà, exactement. Donc voilà, pas d'ambiguïté là-dessus. La question des nations, qui est une question stratégique, mais qui est une vraie divergence sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Ça, Lénine veut l'indépendance de la Finlande, l'indépendance de la Pologne, l'indépendance d'un certain nombre de républiques dans le cadre de la destruction des empires. Rosa Luxembourg est plutôt de culture là-dessus, plus proche d'une certaine manière des austro-marxistes d'avant-guerre, de dire ces grandes structures impériales, démocratisons-les, républicanisons-les, donnons des droits culturels, mais surtout ne facilitons pas la constitution de petites nations qui seraient autant de petites bourgeoisies nationales supplémentaires. Alors moi là-dessus, je donne rapidement un avis un peu personnel, c'est que je pense que son intuition de dire la multiplication de micro-États-nations dans le contexte de l'Europe, la Mitteleuropa, l'Europe centrale, peut provoquer des créations de micro-bourgeoisies qui vont s'entre-déchirer. C'est quand même pas totalement idiot de dire ça, vu ce qu'on connaît de l'histoire même de l'ex-Yougoslavie, etc. Par contre, c'est d'une grande naïveté par rapport effectivement à la situation à la fin de la guerre, et je dis ça sans animosité à l'égard de ce qu'est le périmètre, mais il faut savoir que le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, c'est même pas qu'une revendication du mouvement ouvrier des bolcheviks, loin de là, c'est que c'est ce qu'a même compris en fait Woodrow Wilson, le président américain, qui en fait dit à peu près la même chose, pour des raisons diamétralement opposées, pour pouvoir contrôler ensuite, pour pouvoir installer l'hégémonie américaine qui justement va commencer véritablement sur le continent européen à ce moment-là, mais sauf que Wilson, il a bien compris qu'en gros,
pour qu'il y ait plus ces grands empires, etc., et il faut s'appuyer sur des petits États, bon, il a compris qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les Tchèques voudraient un pays, les Polonais, etc., etc. Donc c'est pas... voilà. Mais ça, c'est une divergence fondamentale. Donc, et en fait, parce que pour en parler longuement, mais en fait, ce qu'ils avaient comme divergence interne sur le parti se retrouve au moment de la Révolution allemande sur la question, par exemple, du parlementarisme. Est-ce que le parlementarisme bourgeois peut exister, dans quelles circonstances et jusqu'où? Et par exemple, un des reproches que fait Rosa Luxembourg dans son texte sur la Révolution russe, alors je précise, elle a fait un texte de reproche aux bolcheviks qu'elle n'a pas publié elle-même, qu'elle a écrit en prison, parce qu'elle a passé une grande partie de pas de sa vie, parce que sinon j'aurais pas raconté tout ça, mais de la guerre en prison comme antimilitariste. Elle a publié des remarques critiques, assez acerbes, mais quand même solidaires, dans l'ensemble des bolcheviks, Rosa Luxembourg. Et ces critiques acerbes n'ont pas été publiées par elle. C'est important parce que après les gens exhument ça, regardez, elle a critiqué, elle n'a pas choisi de le publier. Donc, c'est un choix politique de ne pas les publier. Voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous allez vous énerver contre quelqu'un par écrit, par mail ou je ne sais quoi, vous n'allez pas faire vos 4 volumes d'œuvres complètes distribués en librairie. Non mais je le dis de manière un peu schématique pour que vous compreniez bien. Et il y a eu d'ailleurs un très gros enjeu, mais ça, bon, je parle un peu dans les, mais c'est pas le sujet de ce soir, sur la publication de ce texte, sur ses rééditions, comment c'est utilisé. Après donc, les cahiers de prison de Gramsci, mais enfin bon. Oui, mais bien sûr, parce que ça lance un autre débat. Oui, c'est encore autre chose, mais évidemment, il y a dans le marxisme, moi je fais toujours une différence entre, excusez-moi, ça peut paraître une différence Lénine, banale. Il faisait la révolution. Entre le texte. Et ça a marché. Tout à fait. Et donc, Rosa Luxembourg étant critique notamment à la dissolution de l'Assemblée constituante en Russie soviétique en janvier 1918, considérant qu'il aurait fallu maintenir une sorte de parlementarisme classique, même en situation de révolution et de contre-révolution. Voilà. Donc, de nouveau, alors tu en étais à... Tu reprends juste... Oui, je disais, Lénine et les bolcheviks ont dissous l'Assemblée constituante en janvier 1918, avec comme argument notamment que l'Assemblée qui était sortie des urnes voulait continuer la guerre et pour une large partie était hostile à la révolution en cours. Et Rosa Luxembourg considère qu'il aurait fallu maintenir, en gros, qu'il ne fallait pas dissoudre la constituante. Donc il y a une divergence sur ce maintien du parlementarisme, sur les libertés entre guillemets fondamentales, liberté de presse. En fait, mais je pourrais vous énumérer toutes les choses, mais en fait, la vraie question de fond, c'est est-ce qu'il faut suspendre les libertés publiques en révolution, en fait. C'est ça leur divergence. Voilà. Donc, divergence sur les nations, sur le parti, etc. Et bon, j'en oublie sur un certain nombre de choses. Alors non, pardon, oui. Parmi les grandes divergences, parce qu'il y a des sous-divergences, si j'ose dire, il y a la question qui est tout à fait parallèle à la question de la nation, la question des terres données aux paysans. Vous savez, les 2 décrets qu'ont pris les bolcheviks au départ, c'est décret sur la paix, décret sur la terre. Donc sur la paix, ça c'était pour sortir aussi de la guerre, et sur la terre, c'était donner la terre aux paysans. Et donc là, c'est une divergence qui est aussi d'ordre stratégique, parce que donner la terre aux paysans en contexte russe, pour elle, c'était potentiellement, pour Rosa Luxembourg, favoriser la constitution, voire la consolidation d'une petite paysannerie ou moyenne paysannerie avec ses terres, sa propriété, donc des éléments qui seront attachés à la propriété. Comme dirait Julia Cagé et Piketty, comme Marx, elle n'aimait pas les paysans. Voilà. C'est ça. Voilà. On a quand même atteint ce niveau de nullité actuellement parmi nos prétendus intellectuels. C'est que ce soit pas la seule à dire ça. Oui, elle n'est pas la seule. Ah oui, c'est bien sûr que ça paraît une évidence pour tous ces crétins. Mais tout à fait, que personne n'aimait. Donc tu donnes l'exemple des raisons pourquoi c'est complètement ridicule. Et Lénine pensait qu'au contraire, pour avoir s'appuyer sur une majorité. En fait, elle était très proche de Marx quand elle jugeait comme ça. Marx avait porté le même type de jugement. Tout à fait. C'était vraiment une marxiste. Complètement, voilà. Rosa Luxembourg. Donc voilà en gros les principaux débats. Et je précise donc des débats fermes avec des divergences réelles, qui tiennent à mon avis aussi au contexte différent, mais pas que. Et qui, comment dirais-je, ce sont des débats évidemment interrompus par le fait qu'elle n'a pas publié des textes de critique et que par ailleurs, elle est morte donc, en janvier 1919, donc en pleine guerre civile en Russie soviétique. Mais ce sont des débats un peu qui méritent d'être restitués. On le fait de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu, je vous dis, on a tendance à faire du Marx Bakounine, quoi. Non mais c'est vrai, regardez, il y a toujours eu des autoritaires, des anti-autoritaires, mais ça n'a pas
Oui, c'est des débats dans le mouvement ouvrier, donc il y a toujours des filiations plus ou moins, mais c'est tellement... Bon, voilà. Voilà. Donc Les trotskistes aussi. Oui, bien sûr. mais ça dépend quel courant, parce que dans ceux qui se réclament trotskistes, il y en a qui sont à la limite. Oui, mais plutôt sur les trotskistes. Oui, mais c'est comme les conseillistes. Moi, j'aime pas qu'on dise, parce qu'en soi, conseilliste, c'était une noble idée. C'était faire fonctionner par le mouvement ouvrier. Par définition, il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a surtout pas de théorie, il n'y a aucune homogénéité. C'est des électrons libres, c'est le mouvement brownien. Bon, mais ça, voilà, pour discuter. Mais tout ça pour vous dire que dans ce livre... Lisez le livre. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est juste parce que si vous voulez en fait, paradoxalement, sur Rosa Luxembourg, si vous voulez des choses très précises, encore une fois, Agon et Smolny, enfin maintenant désormais Smolny tout seul font un travail, quoi qu'on pense des introductions de certains volumes avec lesquels moi je ne serais pas d'accord, etc., mais ils font un travail de restitution des textes remarquable. Donc vous avez les gros volumes des œuvres de Rosa Luxembourg, mais objectivement, si vous y connaissez pas grand-chose, et si, voilà, puis c'est un container, il n'y a pas vraiment d'ouvrage petit, récent, qui vous permet de dire ah oui, ok, donc Rosa Luxembourg c'est ça. Parce qu'encore une fois, si on veut bien comprendre pourquoi. Il y a cet ouvrage-là. Oui, voilà, non, bon, on a compris. Mais le côté, la spontanéité met le parti quand même. Oui, une forme d'identité juive, mais une volonté d'être assimilé. Oui, la défense des peuples opprimés, mais pas pour leur donner un État. C'est pas évident à comprendre ça. Alors, souvent, mais oui, non, mais parce qu'évidemment. Formellement, tout le monde est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si vous dites ça comme ça, personne ne va dire non, je suis contre que tel peuple ne dispose pas de lui-même. Personne, pas vraiment, voilà. Mais elle est contre ce slogan-là, et on peut discuter de la pertinence de refuser ça, mais encore faut-il comprendre les raisons de tout ça. Et donc, on essaye de restituer ça. Oui, et merci de le rappeler, parce que c'est pas... Enfin, effectivement, il y a ces points-là, il y a aussi la question des crédits de guerre, du pacifisme. Oui, alors je sais pas ce que j'ai... Ces remarques sur la liberté d'expression qui font que certains aimeraient bien la faire passer pour une libérale un peu mièvre, quoi. Si on lit, oui, complètement. Si on lit ce que oui, puis donc il y a un beau parc dans le 18e, de coup. Voilà, c'est ça. Oui, elle est sympa. Elle a dit, ouais, ils prennent une phrase, oui, alors c'est la liberté de penser, des autres. La liberté des autres, oui, mais évidemment. Personne n'est de bonne foi pour réprimer la liberté des autres de base. Si vous voulez, le problème, c'est le contexte historique. Donc voilà. Donc alors, mais l'avantage qu'elle soit un peu comme ça, un peu dans l'air et tout, c'est que c'est aussi, il ne faut pas négliger, une porte d'entrée pour rentrer dans le marxisme. Parce que quand on y rentre sérieusement, comme tu disais très justement Dominique, c'est quand même une vraie marxiste, quoi qu'on en pense. Donc si ça peut permettre à un certain nombre de gens de découvrir Marx et le marxisme, c'est loin d'être la pire entrée. Et c'est une vraie marxiste parce qu'elle est presque contemporaine de Marx, faut pas oublier de ça. C'est peu de temps après. Elle est dans le même ambiance, quand elle naît, la même état des formations sociales, la même état économique. Elle comprend très bien de quoi lui parle Marx. Elle est née l'année de la Commune, elle est née en 1871. Donc Marx, il est mort en 1883, donc quand elle a 10 ans, quand elle s'apprête à rentrer au collège, Marx meurt, donc on est c'est la génération d'après, si vous voulez. C'est pour ça qu'elle est totalement anti-révisionniste, et elle serait de la même manière totalement anti-révisionniste du révisionnisme actuel. Oui. Probablement, c'est la What If History, vous voyez que j'ai lancé très présent, voilà, absolument. Non, mais c'est légitimé par tout ce que tu nous as expliqué sur elle. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, du fait de ce côté internationaliste que tu rappelais, elle connaît par exemple des textes. Il y a quelqu'un qui veut rentrer là. Et c'est manifeste dans... Les gens ils partent tout de suite. Non, mais c'est des gens qui voient de la lumière et pensent que la librairie est ouverte, c'est tout. Ah oui, c'est ça, c'est. À 21h. Non, je disais justement sur la question de l'internationalisme, elle connaît par exemple les articles de Marx et Engels dans la Neue Rheinische Zeitung, oui, parce qu'ils ont été qui sont pas des textes théoriques là, mais qui parlent vraiment de l'actualité de leur époque, puisqu'ils ont également une production très conséquente de journalistes où ils parlent tout simplement de géopolitique. Donc elle est au fait de tous ces travaux-là et ça se ressent dans sa manière. Il faut savoir qu'un de ses camarades qui a fondé le Parti communiste d'Allemagne avec elle en 1918, Franz Mehring, qui meurt fin 19, mais de sa belle mort, puisque lui, il est d'une autre génération, qui est un excellent biographe de Marx, le premier grand biographe. D'ailleurs, on avait réédité la biographie de Mehring. Alors, évidemment, qui est par plein d'aspects dépassés, mais qui a le souffle, justement, on sent qu'ils viennent juste après Marx, quoi, qui a le souffle de l'époque, ce qui est important. Et pourquoi je dis ça, Mehring ? Oui, parce que Mehring a publié pour la première fois en 1902 c'est les premières œuvres choisies de Marx, et il y a les correspondances à la Neue Rheinische Zeitung, etc.
Donc, et Rosa Luxembourg, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, tu fais bien de rien, est quelqu'un qui commente une sorte d'exégète des œuvres de Marx et Engels, parce que on rentre, elle connaît très bien. Enfin, je veux dire, elle prend le temps de les lire, elle les annote, etc. Oui, dans ses il n'y a pas tant que ça, même dans les dirigeants d'époque. Hein, donc, le problème a commencé tôt. Des gens ça qui se voit dans ses cours sur l'économie politique, où en gros tous les passages sur ce qu'on appelle le communisme primitif, pour aller vite, c'est basé sur les textes d'Engels, sur l'origine de l'État, la famille, la propriété privée, etc. Complètement. Donc il y a effectivement, oui, c'est ça, c'est le bon mot, un travail d'exégèse sur les travaux de Marx et Engels. Oui, vraiment, qui est un travail sérieux, rigoureux. Puis d'éducation populaire. Et d'éducation populaire. Ah oui, non. Là-dessus, il faut vraiment, c'est une trajectoire, qui mérite d'être restituée au-delà même de la question des conseils ouvriers, qui est vraiment essentielle à la fin. Mais il y a vraiment cette question de la formation ouvrière. Formation populaire, d'éducation populaire, on dirait en français. Oui, mais elle ne leur fait pas du Rosa Luxembourg, elle lui refait du Marx, contrairement à nos soi-disant marxistes aujourd'hui. Oui. Mais je ne vais pas citer de nom ni d'école. C'est vrai. Et puis on en a parlé, mais c'est vrai que sa réputation très consensuelle maintenant cache le fait qu'elle était investie dans énormément de débats de l'époque où sa position n'était pas nécessairement majoritaire. Enfin, si on pense le colonialisme, par exemple, une bonne partie de l'international, dont Bernstein, font des discours à la Kimpling sur le fardeau de l'homme blanc et compagnie. C'est ça. Donc, oui, elle a été des choses qui tout à fait, elle était beaucoup d'être rappelées. Ouais. Oui, elle fait partie des premières qui ont critiqué de manière radicale le colonialisme. Alors, sans être d'ailleurs, pour des raisons liées à ce que je disais avant, être une indépendantiste en soi, parce que comme si elle ne veut pas constituer une nation particulièrement. Mais par contre, le problème, c'était les rapports coloniaux, l'exploitation coloniale. En plus, les rapports de production, maintenant, tout le monde s'accorde à peu près pour dire que extermination de masse ou génocide, mais enfin en tout cas des héros en Namibie à l'époque, en 1904. Donc elle fait partie de la social-démocratie allemande, fait d'ailleurs une très belle campagne à ce moment-là, politique, sur toutes ces questions-là. C'est les seuls dans le spectre politique allemand qui dénoncent le colonialisme allemand. On oublie, alors ça aussi on oublie, mais pour des raisons liées au fait que l'Allemagne a perdu la guerre et que les Français ont récupéré les colonies allemandes pour une grande partie. Mais là, les Anglais aussi. Les Anglais aussi, c'est vrai, tout à fait. Mais ils sont partagés le gâteau à Versailles, hein, c'est une des résolutions de Versailles, mais on oublie parce que l'Allemagne était devenue, du vivant de Rosa Luxembourg, alors d'ailleurs ça suit vraiment, ça grandit avec ça, l'Allemagne devient une puissance coloniale en Afrique, alors de moindre importance que l'Angleterre et la France bien sûr, mais quand même, et c'était un des grands objectifs de Bismarck, hein, c'est la Plan der Sonne, en plus évidemment la place au soleil en Allemagne c'est pas évident, donc en plus, non mais c'est vrai, donc il y avait côté, voilà, et les élites prussiennes avaient un objectif colonial, qu'elles ont d'ailleurs mené, tambour battant, et voilà, tout ce qui est monde colonial, Rosa Luxembourg est imprégnée de ça, mais parce que ça compte beaucoup dans le Reich, non pas d'Hitler à ce moment-là bien sûr, mais le Reich de Bismarck et des Hohenzollern, du Kaiser. Ils étaient vraiment, ça fait partie. Alors maintenant, ça pour le coup, il y a des collègues qui font des trucs pas inintéressants sur l'Allemagne entre guillemets post-coloniale. L'Allemagne post-coloniale, c'est 1919. Et vous avez d'ailleurs des groupes au Reichstag qui font pression pour que l'Allemagne retrouve des colonies en Afrique, et ça va des sociodémocrates aux nazis. À la fin des années 20, vous voyez un peu les nostalgiques de l'Algérie française, mais en mode Togo-Cameroun. Enfin, c'est ce que j'allais dire, la constellation en France serait pas mal aussi. Voilà, oui, mais en France, c'est plus proche et un peu plus connu, c'est qu'en Allemagne, on y parle. Mais c'est vrai, et même moi, que j'avais dit pour la République consanguinée, on oublie, parce qu'en Allemagne, il y a tellement de choses. Il y a évidemment il y a les nazis, il y a la révolution allemande, etc. Non, mais il y a pas mal de trucs. Hein, non, mais évidemment, il y a l'extermination des Juifs et la Shoah, il y a la Pologne envahie, le Vichy. Donc, tout de suite, vous avez immédiatement. Mais l'Allemagne, jusqu'en 1918, est une puissance coloniale en Afrique, et ça compte beaucoup. C'est un pays donc, qui a été dépecé, ruiné par la guerre, battu. Et dans le nationalisme qui vaut notamment la mort, l'assassinat de Luxembourg, il y a le fait qu'ils sont en train de perdre
leur territoire en Afrique, et aussi, après je me tais sur ça, mais c'est Balticum, quoi. Ça, c'est les pays baltes, ils considèrent que c'est chez eux. Il y a une partie de l'armée allemande quand ils ont perdu la guerre, qui sont démobilisés à l'est et à l'ouest, ils continuent à envoyer, parce que pour eux, ça ne fait pas de doute que Tallinn, Riga, c'est allemand. Et d'ailleurs, ils ont été convertis au protestantisme. Tu vois, ça fait partie. Et donc, Königsberg. Et Königsberg, oui, voilà. Non, après, ça c'est en Russie, après, du coup. C'est Kaliningrad, mais c'est exactement la même logique. Donc, et si on n'a pas ça en tête. C'est comme là qu'enseignait Kant. Oui, tout à fait, la maison de Kant voilà. est à Kaliningrad, en Russie, encore aujourd'hui, en enclave russe en Pologne. Voilà, c'est comme ça, pas de dommage pour Kant. Et du coup, si on n'a pas tout ça en tête, parce qu'elle, son grand truc, c'est la question nationale aussi, quand même. Donc, et ça, elle maîtrisait bien toute cette importance-là. Voilà. C'est vraiment... voilà, voilà. Puis pareil, parce que tous les gens qui passent leur temps à parler du nationalisme à long, large et en travers, mais sans vraiment... Voilà. Là, vous êtes dans un présence d'un contexte qui permet de comprendre... En plus, c'est toutes sortes de questions qui ont une grande actualité aujourd'hui. Ah ben complètement, oui, bien sûr. Mais peut-être que, je sais pas, tu voulais... Non, mais allez-y, peut-être si vous avez des questions, parce que ça fait déjà longtemps qu'on Ça fait longtemps qu'on bavarde. J'ai juste une question que j'avais notée de David Mühlmann, qui avait présenté son livre « Où va la France » de Macron récemment, que tu as préfacé d'ailleurs, qui demandait donc, parce qu'il s'excuse de ne pas pouvoir venir... Rosa, elle a été particulièrement précoce et lucide, et d'ailleurs qualifiée comme l'aigle par Lénine en hommage après son assassinat, sur le processus de bureaucratisation du vaste mouvement socialiste allemand, qui conduira à la trahison de 14 dont on a parlé. Et dès 1906, dans son texte sur la grève de masse, elle croise le fer avec Kautsky, alors le pape incontesté du socialisme allemand européen, ce qui est vrai. Là où Lénine tombe de sa chaise en 14, à tel point qu'il croit que le vote des crédits de guerre était un faux fabriqué par l'état-major allemand. Tout à fait. Une sorte d'incrédulité totale. Ce n'est donc que plus tard qu'il prend la mesure du révisionnisme de Kautsky et qu'il formalise sa brochure de 18 contre lui, le fameux renégat Kautsky. Un commentaire. Je crois qu'on est tous d'accord, mais peut-être que tu peux préciser... Non, mais bien sûr. Tout à fait bonne question. Je me rappelais le titre. J'ai fait un chapitre sur la lutte contre l'appareil. Parce qu'effectivement, alors, peut-être pas suffisamment dit, et David fait bien de poser la question, c'est que une des raisons finalement de sa popularité, du maintien de ses positions dans le parti, etc., malgré les relatifs faibles moyens dont elle dispose, c'est qu'elle est une analyste du phénomène bureaucratique au sein du SPD, des cadres, avec tout ce que ça peut comporter de négatif, de la hiérarchie, de l'endormissement. Parce que, en fait, quand je parlais de la spontanéité, effectivement, la spontanéité, elle se dit pas, oh, c'est cool, on est spontané, quoi. C'est pas du tout ça. C'est genre, comment on va faire pour réveiller la torpeur de ces vieilles organisations, la sclérose. Ouais. Et donc, la spontanéité découle d'une analyse de la sclérose. Et c'est vrai que, j'y avais pas pensé, mais il a raison David là-dessus, c'est que sur ce point-là, elle a été probablement plus précoce que d'autres, parce qu'effectivement, Lénine est tellement fasciné, à distance, il est vrai quand même pour une large partie, même s'il vient d'Allemagne plusieurs fois, par la social-démocratie allemande, son pouvoir, Kautsky, ce qu'ils ont réussi à faire, qui ne peut pas s'imaginer qu'un tel mouvement, aussi bien organisé, aussi bien structuré, et avec une aile gauche, dont Rosa Luxembourg d'ailleurs, avec qui il a déjà fait des motions à l'international, puisse aussi facilement s'écrouler comme un château de cartes, entre guillemets. Alors, on ne sait pas si, dans son fort intérieur, Rosa Luxembourg, en 14, était plus déçue que Lénine, hein. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement biographique, et tu regardais les textes de Rosa Luxembourg au moment du vote des crédits de guerre, etc., elle est moins surprise que Lénine, probablement. Alors évidemment, j'ai pas la preuve de document qui va vous dire que Lénine était en train de tomber par terre, et que bon, voilà. Mais parce qu'effectivement, peut-être aussi parce qu'elle avait, au lycée de Varsovie, les enfants de bureaucrates à la solde du tsar, etc. Ouais. Elle a des descriptions. Voilà. Et donc, elle a l'avantage d'avoir connu de près plusieurs bureaucraties, plusieurs couches successives. On a dit qu'il n'y avait pas vraiment de classe moyenne aussi développée en Russie qu'en Allemagne, mais il y avait les cadres. Il y avait une bureaucratie. Notamment dans les grandes villes, notamment Varsovie, qui était c'était les marches de l'Empire russe. Donc à Varsovie, voilà. Donc il y avait vraiment ça. Donc probablement. Oui, pardon. Mais voilà. Comme quoi la grande oratrice qu'elle était aurait quand même eu le souffle coupé et pas fait le discours qu'elle avait prévu au moment du vote des crédits de guerre.
Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Alors ça peut pas évidemment être au Reichstag puisqu'il n'y a pas de femme. Moi, je sais plus. Oui, je sais plus non plus. Non, mais ça me dit. Mais ce qui, alors, et juste dernière chose, peut-être que je sais pas le niveau d'information exact de Lénine sur les. Il faut toujours se dire rappeler une chose, pardon, et ça pour le coup c'est attesté, c'est que les sociodémocrates allemands ont voté donc à l'unanimité les crédits de guerre le 4 août 14, y compris Karl Liebknecht. C'est qu'en décembre 14 qu'il vote contre tout seul, parce que il y avait eu un débat interne au groupe parlementaire sur faut-il ou pas voter pour, donc la majorité l'a emporté, et plusieurs députés, un nombre non négligeable, s'étaient exprimés contre ou pour l'abstention. Mais le problème, c'est que c'est là où la bureaucratie joue tout son rôle, c'est que c'était l'aile gauche du parti qui avait imposé la discipline de parti au sein du groupe parlementaire. Et donc, Karl Liebknecht, dans un premier temps, lui-même vote les crédits de guerre en août 14 au nom de la discipline de parti pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Donc ils sont pris au piège de leur propre... centralisme démocratique. En quelque sorte. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les parlementaires, voilà. Comme vous le savez, peut-être, maintenant qu'on a transformé en centralisme bureaucratique. Voilà. Et par ailleurs, l'autre truc sur la question du crédit de guerre, c'est que beaucoup, il y a un traumatisme collectif dans la social-démocratie allemande, c'est que le parti a été interdit par Bismarck entre 1878 et 1890, et les gens en 14 s'en souviennent encore, pour ceux qui sont encore là, il y en a encore beaucoup. Et ils ont une peur panique de retomber dans l'illégalité. Donc ils sont prêts, voilà, mais c'est l'appareil, c'est l'intégration. Et ça, effectivement, Rosa Luxembourg a probablement vu, et parce qu'elle l'a vu de très très près, y compris dans l'école du parti, les cadres, enfin elle a formé quelques bureaucrates en quelque sorte, donc elle sait de quoi elle parlait. Et on a un peu l'impression qu'à la limite, et je m'arrêterai sur la question de il manquerait presque un texte de Rosa Luxembourg sur comment finalement, malgré la formation théorique qu'ont eu les cadres, ça n'a pas empêché 1914. C'est-à-dire que pris un peu au piège de la formation comme... je ne peux pas discuter de ça il y a longtemps avec Paul Pasteur, un historien de l'Autriche qui avait dirigé ma thèse. Il disait oui, quand on lit tous ces gens, on a l'impression que voilà, il suffit de connaître bien la théorie, d'être bien formé, et d'une certaine manière, ça va suffire. Et Rosa Luxembourg a probablement... voilà, et d'être un peu bien éduqué, mais dans un sens prolétarien, pour que et Rosa Luxembourg, on voit bien, elle est tellement heureuse dans sa formation, elle dit ça, on transmet la théorie au prolétariat, au cadre. Et Lénine est probablement vit un peu la même illusion d'optique, c'est que comme les cadres sont bien formés et qu'on a le contrôle, et donc non. Alors, je dis c'est pas aussi schématique que ça, mais il y a quand même un peu cette illusion là, je pense. Alors évidemment nous on est tranquille aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de formation nulle part, donc comme ça on risque pas d'avoir le problème inverse. Je ne te le fais pas dire. Mais oui, mais du coup il faut s'imaginer qu'à d'autres époques le problème était que en dépit de l'armement théorique de la plupart des cadres, ça non plus ça ne suffit pas. C'est pas nécessairement rassurant, mais oui. Non. Mais non, c'est pas rassurant, mais c'est une vraie question. C'est une question que va se poser abondamment Lénine lui-même. Hein. Mais non, parce que c'est que faire après l'effondrement total, en dépit de tout ça, voilà. Et quel rôle va jouer la guerre, quel rôle... Justement, une des raisons du retournement en faveur des soviets en 17, c'est ça aussi. C'est de dire que finalement, les masses ouvrières en mouvement dans les soviets, c'est un paramètre fondamental qui avait peut-être été un peu trop négligé après 1905 parce que ça avait échoué, alors que nous on était là à construire notre parti, notre appareil de manière certaine, et finalement celui qui était considéré comme la personne de référence qui est Kautsky avait failli. Voilà. Donc, non, c'est vrai que sa critique de la politica, il est intéressant parce que si on en revient même de la politicaillerie, à notre clocher bien français, elle avait eu des débats similaires avec Jaurès sur comment s'appelle-t-il, Millerand, le premier à être absolument. Premier socialiste à entrer au gouvernement. Et elle craint déjà le crétinisme parlementaire et tout ce qui s'ensuit. Complètement, exactement. Alors c'est intéressant, et après je me tais vraiment, mais sur le débat... Quel est Jaurès des questions, tu vas répondre. Non, mais parce que le tourne quand même. Le temps file, oui. Ça. Mais il y a peut-être des questions quand même. C'est qu'avec Jaurès, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois très très dur avec lui sur un certain nombre de points, parce qu'ils sont en divergence sur ce que tu viens de rappeler, et en même temps, à la toute fin, et c'est réciproque, Jaurès et Rosa Luxembourg saluent leur action réciproque pour ce qui concerne l'antimilitarisme, parce qu'ils sentent bien l'un et l'autre qu'ils sont au milieu de politiciens véreux,
qui, quoi qu'ils disent, qu'ils soient très à gauche ou très à droite, une ambiance de capitulation qui règne. Et Jaurès, dans son dernier discours, ou avant-dernier, je sais plus, je vérifie, c'est le moment, je suis en train d'écrire là, c'est le moment de vérifier, vous allez bien. Et il rend hommage, il dit à la très vaillante Rosa Luxembourg, mais il la caractérise en termes, c'est pas très politique, vaillant, mais là où ça l'est, c'est de dire, c'est des gens qui il y a quelque chose, ça peut résister, quoi. Au-delà des divergences, il y a une certaine trempe, si vous voulez. Et c'est là où, effectivement, il faut être un peu aussi pragmatique, c'est que vous pouvez avoir des docteurs en marxisme très brillants qui vont s'effondrer au premier truc pratique. Et Jaurès, qui finalement est beaucoup moins marxiste que d'autres en Allemagne, incontestablement, il le dit lui-même. Tout à fait. Tout à fait, il le dit. Bien qu'étant inspiré, bien professant un grand respect pour Marx, intégrant en partie les choses, on aura peut-être l'occasion d'en parler, bref. Mais par contre, on sent c'est le contraire de l'âme de la capitulation. C'est quelqu'un capable de résister probablement, il est mort juste avant la guerre, tout le monde est au courant, mais au-delà de ce qu'il aurait fait, etc., même après, c'est même pas le débat, c'est que on a des dirigeants d'une certaine trempe, voilà. Oui. Et qui contraste avec la façon particulièrement lâche dont ils ont tous les deux été assassinés. Voilà. Ce qui est un autre de leurs points communs d'ailleurs. Et par ailleurs assassinés au combat quand même, c'est quand même et des qui gens. s'estimaient réciproquement, y compris Lénine d'ailleurs, tu l'as rappelé. Tout à fait. Et c'est donc ridicule d'utiliser par exemple, je ne vais pas insister là-dessus, Rosa Luxembourg pour critiquer non seulement Lénine, mais toutes sortes de gens qui se considèrent eux-mêmes léninistes et qui défendent Lénine, y compris sur les thèmes et qui ont fait débat avec Rosa Luxembourg. Mais là-dessus, peut-être donc, il y a des questions. Voilà, il y en a. Allons-y. J'ai une remarque. Vous étiez donc venu présenter La République ensanglantée. Oui. Et dans le prolongement de cet ouvrage, ce qui ressortait dans l'ouvrage, c'est précisément, donc c'était sur le moment révolutionnaire de la Mitteleuropa allemand entre 1918 et 1921, il ressortait que justement Rosa Luxembourg n'était pas une personnalité très présente. Dans l'ouvrage, vous en parlez très peu. Et alors, quelle a été son importance pratique, si je puis dire, à ce moment-là? Oui. Alors, évidemment, c'est pas la même chose d'écrire une biographie de Rosa Luxembourg que d'écrire un ouvrage plus général sur la période. Non, mais alors, je pense que, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, je pense que j'ai été... En fait, je partais d'un agacement qui est qu'il y a aussi des gens qui ne parlent que de Rosa Luxembourg en 18-19 et qui du coup comprennent rien à ce qui se passe parce qu'ils sont tellement centrés sur la personne que... voilà. Donc, je pense que c'est peut-être un peu excessif d'en avoir entre guillemets aussi peu parlé mais je maintiens qu'effectivement quand vous faites un ouvrage d'histoire générale, ce qui donc n'est pas le cas ici, pour comprendre les rapports de force à l'œuvre, moi si vous voulez ce qui m'intéresse c'est de comprendre toutes les fractions nationalistes, libérales, entre guillemets démocrates, oui voilà, totalité, et effectivement même dans le processus révolutionnaire lui-même, bien sûr que Rosa Luxembourg joue un rôle, mais comme je vous l'ai dit, elle est pour des conseils ouvriers qui ne veulent pas d'elle, où elle ne parvient pas à se faire élire. Donc moi, je vous dis, je fais un livre, c'est plutôt sur mon livre, le thématique, l'autre c'est plutôt le mouvement ouvrier à la fin de la guerre, les contradictions, les conseils ouvriers. Les conseils ouvriers, elle n'a pas réussi à être dedans. Alors, si j'étais provocateur, je dirais, même Hitler a réussi à se faire élire dans un conseil de soldats pendant la guerre. Je veux dire, c'est que, voilà, et ce qu'il faut... Non, mais je prends cet exemple d'Hitler à dessein, c'est parce que dans Mein Kampf, justement, il n'en parle jamais. Alors que lui-même a été membre d'un conseil de soldats. Ce qui montre que les conseils de soldats étaient très larges, le spectre politique était très large. Mais ça dit bien une chose, c'est que cette histoire a été perpétuellement et entièrement reconstituée, pour des raisons évidentes, que c'est la tragédie allemande de Sonderweg, tout ce que vous voulez. Hein. Mais du coup, quand vous revenez à tout cela, la révolution allemande, c'est vrai que je l'ai rapidement dit tout à l'heure, en fait, après la mort de Rosa Luxembourg, elle est très importante. Ce qui se passe en mars 19 à Berlin est important. Il y a la République des conseils ouvriers à Budapest. Il y a ce moment où on a l'impression qu'il peut y avoir des conjonctions entre Munich, la Rouge, Budapest, la Rouge, et Rosa Luxembourg, elle est déjà morte. Désolé, mais voilà. Donc c'était voilà, mais peut-être que oui, peut-être qu'elle aurait mérité d'être. Mais c'est deux choses différentes parce que justement, et vous remarquez que ce soir, à la limite, on n'a pas parlé que de la fin. C'est que ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est avant chez Rosa Luxembourg. Voilà. Et donc, en fait, le livre était plutôt sur l'autre période, donc c'est normal d'en avoir moins parlé. Voilà. Et puis bon, Friedrich Ebert, qui est entre guillemets à l'origine de son assassinat, Friedrich Ebert
est quelqu'un d'absolument central. Il faut comprendre, parce que alors, typiquement, puisqu'on parle de la bureaucratie du parti, Friedrich Ebert, c'est un ouvrier qui est monté dans l'appareil du Parti social-démocrate, qui est d'ailleurs déjà à la tête du parti après la mort d'August Bebel en 1913, et d'ailleurs on peut se demander qu'est-ce que savait Lénine de la nouvelle direction du Parti social-démocrate allemand juste avant la guerre, peut-être qu'il n'avait pas les informations, etc. Mais donc voilà, donc c'est pas le même propos en fait, tout simplement. Mais c'est en voilà. revanche, elle apparaît pas mal dans le livre sur la question nationale. Oui, mais parce que dans le livre que j'ai fait sur la question nationale, c'est gentil, de faire. Mais sur je suis en train de le reprendre sur la question nationale justement pour une façon. Et là, parce que sur la question nationale, elle a une production intellectuelle et théorique spécifique et propre qui, d'une certaine manière, est déconnectée de sa popularité. Alors c'est vrai parce que après, les historiens. On va y croiser également. Elle va y croiser Staline. Qui est évidemment la production théorique tout à fait instructive. Voilà. Et quand vous parlez Ils sont pas forcément du même avis, mais ils réfléchissent tous les deux, malgré tout, un peu dans la même direction. Staline, quand il écrit son livre à Vienne en 1912-13, 13 je confonds peut-être le séjour et la publication migrante, enfin juste avant la guerre, est quelqu'un qui est un bolchevique très peu connu, si vous voulez, à l'échelle internationale, mais qui est là pour la direction du parti bolchevique, pour contrer Otto Bauer, pas Rosa Luxembourg d'ailleurs, donc c'est un autre débat, mais et après ça dépend de l'ouvrage que moi j'aime bien, des gens qui sont un peu toujours sur la même méthode, mais moi j'aime bien diversifier les choses. J'ai jamais été convaincu par tous les trucs bourdieusiens, très anti-biographie, comme ça de sortir le bazooka, je sais pas, quelqu'un écrit une biographie. Je sais bien, c'est pour ça que je sais bien, mais... Non, mais c'est-à-dire que, en fait, what's the point, quoi, c'est-à-dire que, pourquoi en vouloir autant aux gens qui écrivent une biographie? Parce que, oui, alors, parce qu'on sort du... Parce qu'on ne peut pas faire du coup la sociologie des milieux, des machins. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire... Ce n'est pas rendre justice, on peut le résumer, ce n'est pas rendre justice à Rosa Luxembourg d'en faire ces espèces d'icônes ridicules de Pietà ou de Passionnariat, simplement pour la brandir contre les gens qu'on n'aime pas, pour quelque raison que ce soit. Et c'est ça qu'on en a fait aujourd'hui. Et pour en dire n'importe quoi, elle vaut mieux que ça. C'est un petit peu... Exactement. J'aurais un bandeau. Elle vaut mieux que ceux que vous croyez. Voilà. Oui. Bandeau rouge pour le vendre. Je suggère à l'éditeur. Madame, oui. Nicole, oui, qu'on a déjà. Oui, c'est une question naïve. Qui est une spontanéiste. Hein. Non, mais je suis pas non, au spontex, non, mais bien sûr, bien sûr. Vous connaissez. Mais dans le bon sens. Mais oui. Dans le bon sens du spontanéisme. Oui, avec le parti. Vous reconnaissez. Donc, ma question, c'est... est-ce que Rosa Luxembourg a tenu quelques propos concernant le féminisme? Parce que, attendez, juste une seconde. Non, c'est une bonne question. Mais... Oui, parce que la situation des femmes à cette époque-là était quand même tragique. Et je parlais avec Oliver tout à l'heure. Il y a eu un livre d'une de mes copines qui s'appelle « Les anarchistes russes de 1905 ». Écrite par Christine Forêt. Oui, je vois très bien. Oui. Est-ce qu'elle... Bon, ça a existé, il y a eu donc des femmes comme ça. Tout à fait. Est-ce qu'elle en a parlé? Est-ce qu'elle avait un rapport? Est-ce qu'elle manifestait quelque chose sur le fait qu'elle était la seule femme, en fait, dans un parti que d'hommes, dans des... Tout à fait. Non, c'est une très bonne question. Alors, j'évoque un peu la question aussi dans le livre rapidement. Alors, c'est évidemment important comme interrogation. Parce que Rosa Luxembourg, alors, n'est pas non plus, je force un peu le trait, dans le mouvement ouvrier allemand, il y a un nombre de femmes, et c'est le cas aussi dans une moindre mesure dans le mouvement ouvrier russe, qui est beaucoup moins nombreux même numériquement, mais dans les grands partis de masse, le mouvement ouvrier allemand, secondairement autrichien, vous avez un pourcentage de femmes très faible, mais moins ridicule que d'autres partis. C'est-à-dire que vous allez atteindre, je ne sais plus les chiffres exacts, mais on est autour de 10% de membres avant la guerre. Ça existe, exactement. En France, on est à 1%. Non, mais c'est 10 fois moins. Donc, voilà. Non, mais pour toute une série de raisons, bon, c'est pas là. Mais Rosa Luxembourg elle-même est dans un parti où il y a un début de... Alors, il ne faut pas employer le mot féminisme en historien, parce que le féminisme, c'est entre guillemets à l'époque considéré comme bourgeois.
C'est le Frauenbewegung, c'est le mouvement des femmes, mouvement ouvrier des femmes si vous voulez. Donc c'est les revendications des femmes prolétaires, etc. Mais quand même spécifiquement femmes. Bien. Après, par extension, on appelle ça féministe parce qu'au bout d'un moment, il faut bien désigner les choses, mais voilà. Mais vous savez, même une collègue qui m'a demandé, pour rien à voir, mais un truc sur l'héritage de tout ça dans le féminisme en RDA, mais en RDA, le mot féminisme ne voulait pas être employé, puisque d'un point de vue strictement marxiste de la continuité de Bebel, Zetkin et tout, c'était Frauenbewegung, c'était le mouvement des femmes. Bref, il y a Clara Zetkin, qui est partiellement sa contemporaine, qui développe une structure autonome des femmes dans le SPD, un journal, die Gleichheit, donc l'égalité, etc. Donc ça existe. Rosa Luxembourg s'est toujours sentie extrêmement peu concernée par tout ça. Du point de vue d'un raisonnement féministe ultérieur, si vous voulez, elle ne l'est pas à proprement parler. Vous pouvez dire qu'elle l'est par son action même, parce qu'elle défie les grandes autorités en tant que femme. Elle s'est imposée en tant que femme, mais en tant que personne. Elle n'est même pas intéressée par les réflexions plutôt embryonnaires du féminisme de son époque. Elle en parle très très peu. Ça c'est clair, il faut le dire, ça sert à rien d'essayer de trouver un féminisme imaginaire. Non. C'est la même chose qu'avec le judaïsme. Oui, d'une certaine manière, j'ai une sensibilité juive, une culture, parce que vous voyez, c'est pas le côté, c'est plus le côté ashkénaze parlant yiddish, le côté peuple juif, plus que la religion en plus. Donc oui, j'ai ça en moi. De même titre que je suis femme d'un point de vue biologique, enfin, qu'on ne soit pas obligé de justifier, mais enfin. Attention, fais gaffe. Non, mais voilà. Enfin, il nous lâche un peu la grappe. Là. Ça se détend un peu depuis quelques temps. D'accord. Donc, bon, tu peux mais il n'en demeure pas. C'est spectaculaire à l'époque de voir une femme qui mène autant de débats à la tribune et théorique par écrit. Parce que là, devant, avec Clara Zetkin, qui écrit beaucoup, qui intervient beaucoup dans les congrès, il n'y a pas d'œuvre théorique véritablement de Clara Zetkin. Pas vraiment. Il y a quelques textes intéressants, il y a des choses sur le mouvement des femmes notamment. Rosa Luxembourg, elle a une... voilà. Mais ça reste marginal. C'est même un des personnages majeurs. Voilà, exactement. Mais elle n'a pas écrit le but de cette soirée, de ce livre, ce n'est absolument pas de relativiser le fait que Rosa Luxembourg est, et on l'a répété à plusieurs reprises, une des marxistes les plus éminentes et les plus valeureuses qu'il y a eu, y compris et surtout d'un point de vue théorique. N'oublions pas ça. Il y a à ce titre un ajout, puis j'en me corrige si je raconte n'importe quoi, mais de mémoire, justement, dans ses cours, quand elle aborde la question des femmes, c'est particulièrement à travers celle de la famille, en expliquant que, en gros, la première forme de lutte des classes, c'est au sein du couple. L'idée d'Engels. Ce qui est d'ailleurs exactement la femme est prolétaire de l'homme. La manière dont Engels et Marx présentaient la chose. Voilà, exactement. Donc, mais l'idée qu'il y aurait un peu une sorte de féminisme autonome spécifique, bon, tout ça, si vous voulez, ça n'a... Non, c'est indexé à la lutte de classe. Ouais, je sais. Non, mais ça, c'est des gens qui veulent acheter des livres à tous les... C'est des gens qui croient que c'est ouvert, c'est pas des... C'est pas des luxembourgistes ? C'est pas des luxembourgistes. Oui, je vous en prie, madame. Alors je raconte aussi, d'où l'intérêt d'avoir... Oui, elle a fait un faux mariage, ça je l'ai dit. Non, son compagnon, elle présumé plusieurs compagnons, mais je suis pas très potin, mais non, il y a Léo Guichès, qui est vraiment... qui est le plus important, avec lesquels elle a eu des rapports intimes. Beaucoup plus jeune qu'elle. Non, ça c'est celui d'après. Ah, pardon. Patience. Léo Guichès, qui sera un révolutionnaire... avec qui elle va partager beaucoup de combats, elle va rester à militer avec lui, mais ça sera très froid entre eux, parce que, pour toutes ces raisons personnelles, voilà, y compris, qui reflètent en partie, si j'ai bien compris aussi, des divergences politiques à un moment donné, donc quand même, il y a Léo Guichès, et il y a en fait après, elle était très amoureuse de Kostya Zetkin, qui est le fils de Clara Zetkin, qui lui est un jeune mignon, à côté d'elle, je ne sais plus quelle est leur différence d'âge à l'époque, mais assez importante, voilà, je me permettrai pas, mais pourquoi pas. Et après, aussi, donc, et il y a aussi, voilà, pour la deuxième édition, on fera tout un truc plus marketing. Et là, mais la couverture est déjà très jolie, ils ont très bien vu le truc. Hein. Et il y a aussi la question non. Non, oui, vous avez raison. C'est rapport avec Liebknecht, alors je crois pas qu'il y ait eu des rapports... C'est avec qui qu'elle était Lévy.
Il y a aussi l'avocat Lévy qui a contribué à publier les textes sur la Révolution russe après. Elle a été avec lui un temps aussi. Sa vie politique était maillée d'une vie sentimentale active. Voilà, c'est ça. Le sens de voilà, c'est ça exactement. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Hein. Non, pas de descendance. Le sens de ma question, c'est que justement, ça peut expliquer son manque d'implication dans ce que vous appelez le féminisme. Oui, Voilà. elle n'a pas vécu la maternité, pour parler clairement. C'est pas que la maternité. Non, Enfin, bien ça, sûr. c'est peut-être pas non plus trop la problématique féministe Elle la était plus... pour la liberté sexuelle quand même. Ah bah oui, la preuve. La Même preuve. plusieurs. Oui, bien Mais sûr. enfin, sur le féminisme, il y a aussi beaucoup à dire. Voilà, oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait, non. C'est, Absolument. Non, si vous voulez, elle a une vie et une existence, là, pour le coup, d'une femme émancipée du 19e siècle. Voilà. D'ailleurs, parce que vous savez, j'ai fait une soirée dans une librairie concurrente, donc je ne citerai toujours pas, avec d'autres collègues qui ont fait d'autres figures de la collection, et il y avait ce sympathique collègue qui, je dis en toute amitié, qui doit avoir des opinions politiques assez opposées aux miennes, mais qui était un excellent historien, qui a travaillé sur Catherine de Drussy, et qui justement, la soirée c'était... Ah oui, puis il y avait aussi ma collègue Hélène Arter sur Jackie Kennedy, il y avait une soirée femme. Donc, il y en a peut-être une plus proche d'elle, à laquelle on peut plus facilement la comparer, c'est Lou Andréas Salomé. Oui, pourquoi pas. Ouais. Oui. Non, mais alors, je voulais pas la comparer à Catherine II parce que c'est quand même très différent. Oui. Mais non, mais le propos était de dire, parce que les gens nous ont posé des questions, alors Catherine II de Luxembourg, mis à part le fait de la Russie, tout ça, puis Catherine II, non mais c'est marrant, parce que Catherine II, c'est une Allemande qui gouverne la Russie, et là c'est une polono-russo-juive qui devient allemande, et un côté un peu... Mais plus russe que n'importe quel russe, à la fin. Voilà. Et du coup, oui, alors Catherine II, oui, grandiose, tout en voilà, apprenant le russe évidemment à des fins politiques. Voilà. Et ce qu'il disait, ça s'appelle, le sous-titre, lui, c'est le sexe du pouvoir. Et il disait de manière ironique, mais il dit, vous voyez, quand on parle de parfois toute la discussion, si les femmes avaient davantage de pouvoir dans petites institutions, ça serait quand même beaucoup mieux. Et il dit, vous savez, moi j'ai travaillé sur Catherine II, qui a fait exécuter à peu près tout le monde, y compris son mari, ses amants, etc. Donc, il disait ça un peu de manière ironique, mais là où c'était vrai, c'est que il ne faut pas non plus schématiser les choses, c'est que, vous voyez, vous avez aussi une tendance dans l'histoire contemporaine, bon, si vous la faites commencer avec Catherine II, par-delà les différences politiques, de femmes qui sont extrêmement affirmées, dans un contexte fatalement très majoritairement masculin, mais qui, et je le dis sans interprétation, mais qui ne se sentent pas obligées de théoriser sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais oui, bien sûr. Mais alors vous savez, parfois il y en a, vous dites ça, c'est l'insurrection humaine. Et je veux dire, ce que je dis là n'est pas un avis, on peut discuter là, c'est que c'est un fait qui a longtemps a quand même concerné. Vous voyez, vous parlez de la Pologne, mais une des raisons de la population de Pologne, c'est Chopin, Georges Sand, etc. Il y a des Georges Sand. Il y a un exemple amusant, parce que c'est vraiment le contre-exemple. Parce que ça va donner la contre-révolutionnaire qui, elle, ne va pas s'intéresser à des jeunes gens, à des mignons beaucoup plus jeunes qu'elle, mais à des vieux gâteux nazis. Chacun son truc. En quittant Gunther Anders, c'est Hannah Arendt. Ah bah bien sûr. Donc voilà, il faut voir. Alors, Rosa Luxembourg, à bien des égards, c'est l'inverse total de Hannah Arendt de ce point de vue-là, en n'étant pas plus féministe, au sens où on l'entend aujourd'hui qu'elle. Oui, mais étonnamment, Hannah Arendt, elle a des mots assez tendres. Oui, alors je le cite sans rentrer dans le détail, j'ai pas le temps, mais là, mais encore une fois, c'est l'anti-Lénine, machin, enfin c'est assez simple. Oui, parce qu'Hannah Arendt va faire un livre complètement hallucinant sur les révolutions, qui est un livre fondamentalement burkien. On voit son rapport avec cette pourriture des guerres. Oui, bien sûr, alors je me permets de vous recommander le livre de mon ami Michel Dreyfus, qui a fait un livre sur Hannah Arendt et l'antisémitisme, qui est accablant. Il y a eu celui de Faye. Il y a eu celui de Faye aussi. Qu'il a d'ailleurs présenté ici. Voilà, tout à fait, qui est dans le même esprit. Il y en a un autre aux États-Unis sur la ségrégation. Donc elle a fait il y a un livre qui vient de sortir dessus. Oui, elle coche toutes les cases. Voilà. Mais pas celles que s'imaginent, y compris les adeptes qui sont souvent parfois convergents, si j'ose dire, de Rosa Luxembourg et de Hannah Arendt. Et Hannah Arendt cite de manière très élogieuse, dans son ouvrage sur la Révolution, et à quelques autres reprises, si je me souviens bien, Rosa Luxembourg. Et Hannah Arendt fait partie des gens qui installent Rosa Luxembourg comme une espèce de figure qui surgit de nulle part, sympathique, anticommuniste, c'est complètement hallucinant, mais c'est une opération qui fait qu'effectivement, dans toute une série de synthèses, d'ouvrages et tout, parfois, Rosa Luxembourg est citée avec sympathie à travers la citation d'Arendt. Il me semble que je suis presque certain de l'avoir. C'est ce que je voulais dire. À toute fin, voilà.
Par exemple, la philosophe Hannah Arendt publie en 1966 dans la New York Review of Books un texte dense sur la forme d'une recitation d'une biographie de Luxembourg qui réhabilite son action. Puis après, elle le cite, mais si vous voulez, elle en fait, au moment où elle fait son livre sur les révolutions, qui est un livre d'une hostilité à la Révolution française, parce qu'il y a l'intervention du populaire et qui dit que finalement la Révolution américaine c'est formidable, tout en disant en même temps que Rosa Luxembourg... La Révolution américaine qui est tout sauf une révolution. Voilà, c'est complètement confus. Et, mais c'est une confusion qui a laissé des traces. A fait plus de morts que la fameuse terreur. Oui, bien sûr. La guerre civile américaine. Si on considère le siècle révolutionnaire américain ou indépendance. Alors là, bon, c'est des transitions avec une autre soirée. Je propose qu'on aborde plus longtemps parce que le temps a filé. Oui, on va arrêter là pour sauf s'il y a d'autres questions. Non, mais écoutez, merci beaucoup. Non. Alors, on continue à discuter. Là, je pense qu'on a déjà, on a fait la conclusion. Oui, oui. Que ce que vous en pensez, vous, les prétendus Luxembourg. Voilà, et voilà, c'est ça. Et si vous la connaissez à travers Hannah Arendt, c'est bien. Oui, connaissez-la elle-même sans Arendt. Vous ne savez rien. Voilà. Vous ne savez rien. Pas grand-chose. Bravo. Merci. Bon, alors.